Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir bravé les foudres du coronavirus pour vous réunir à plus de je ne sais pas combien dans cette salle. Le cahier des charges qu'on m'a donné ce soir est d'essayer de mélanger, de regrouper trois angles dans un seul et même sujet, qui sont la question énergétique, la question du changement climatique et la question... Alors, j'ai été très scolaire, je suis désolé, on m'a dit Méditerranée, donc je vais parler de quelques pays limitrophes de la Méditerranée, avant d'avoir compris que la Méditerranée pouvait aller jusqu'en Russie, m'a dit Pascal, mais bon, je vais me limiter à quelques pays qui sont, dans mon acception, on va dire, plus étroite de la Méditerranée. Je vais donc vous parler à la fois d'énergie, de climat, de Méditerranée. Je suis ravi d'avoir l'occasion de faire ça ici, parce que ce que je vais essayer de vous dire notamment, c'est qu'il y a à l'évidence un enjeu sécuritaire extrêmement important dans cette affaire de changement climatique et d'énergie, et qui aujourd'hui est, de mon point de vue, pas pris à son bon niveau. Alors, comme tout individu qui se respecte, je vais démarrer ma dissertation. Vous savez, quand vous avez une dissertation, donc on vous dit énergie, changement climatique, Méditerranée, donc vous faites, commencez par définir les termes que vous allez manipuler. Donc je vais commencer par vous parler d'énergie. Il y a dans les débats publics concernant l'énergie plein de manières de prendre ce terme. D'accord ? Une première manière de prendre ce terme est de dire l'énergie est un truc qui s'achète, parce que de fait, les gens passent à la pompe pour acheter de l'essence, de fait, les gens reçoivent des factures pour payer de l'électricité, du gaz, etc. Et donc, l'énergie, je peux le voir comme une facture. De fait, quand vous parlez d'énergie à une entreprise, en général, elle voit ça comme une facture. Quand vous parlez d'énergie à des consommateurs, ils ont généralement, ou assez facilement, envie de voir ça comme une facture. Quand on s'intéresse à l'énergie et les ménages, souvent c'est pour parler de facture. Quand on demande aux gilets jaunes, alors ça c'est sûr qu'ils vous parlent de facture. Je ne suis pas sûr que le militaire verra ça avant tout comme une facture. Pas complètement sûr. Il y a quand même un service des essences à l'armée, si ma mémoire est bonne, et il y a quand même une idée que l'énergie, ça va avec la chaîne logistique. Mais dans la population dans son ensemble, la facture est quelque chose qui est très courant. Et alors malheureusement, quand on commence à penser facture, on est parti sur un mauvais chemin. Parce qu'en temps date, ce que vaut l'énergie dans ce qu'on dépense, c'est souvent des très petites factures. Et du reste, je vais faire un test tout de suite. Alors je vais prendre tous les étudiants qui ont eu peur de se mettre au premier rang. Qui est étudiant dans cette salle ? Voilà, est-ce que dans les... Oui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Dans les étudiants, est-ce qu'il y en a qui sont locataires ? Oui. Dans ceux qui sont locataires, qui ne connaît pas le montant de son loyer? OK. Dans ceux qui sont locataires, qui ne connaît pas le montant exact de sa dernière facture d'électricité? Vous connaissez le montant exact de votre dernière facture d'électricité? Non, donc vous auriez dû lever la main. Voilà, ce petit test est là pour montrer que quand vous avez affaire à une grosse facture, les gens savent que c'est une grosse facture. Enfin, ils connaissent le montant parce que vous connaissez le montant des grosses factures. Et dans une entreprise, c'est exactement pareil. Les gens, ils ont en tête les gros montants. Quand c'est un petit montant, en fait, on n'y fait pas attention. Et il se trouve que l'énergie est un petit montant. Je ne sais pas combien ça vaut au sein de la Marine nationale, les achats d'énergie, mais par contre, je sais combien ça vaut au sein de la SNCF, qui m'a amené ici. La SNCF, qui est le premier consommateur électrique de France, est probablement un des premiers consommateurs de carburant, parce qu'ils ont plein de trains qui roulent au diesel, plus, plus la première flotte de bus, qui est Keolis, plus une flotte de camions énormes qui s'appelle Geodis. Chez eux, c'est quelques pourcents de leur chiffre d'affaires, l'énergie, donc c'est pas beaucoup. Et chez les ménages, quand vous regardez les dépenses domestiques d'énergie, c'est-à-dire gaz, électricité, fuel pour le chauffage, l'électricité, c'est quelques pourcents de ce que les gens gagnent. Et les carburants, c'est aussi quelques pourcents de ce que les gens gagnent. Donc quand on a une petite dépense dans le monde économique qui nous entoure, en général, on y fait attention une petite partie du temps, et le reste du temps, on s'occupe d'autres choses, de sujets beaucoup plus sérieux, comme par exemple les retraites. Ce que vous allez voir à la fin de cet exposé, c'est qu'en fait, la discussion qu'on a en ce moment sur les retraites est une discussion sur le sexe des anges, parce que justement, le fait de ne pas comprendre ce que veut vraiment dire l'énergie fait qu'on est en train de faire des plans pour l'avenir dont on est absolument certain qu'ils ne se réaliseront pas, à cause du fait qu'on n'a pas bien compris ce qu'était l'énergie.
Donc ce raisonnement est à peu près aussi sensé que si je disais, bon, bah, la masse de votre cervelle, c'est 2% de votre poids, donc si je peux m'en occuper 2% du temps, je peux l'oxygéner 2% du temps, je peux l'alimenter 2% du temps, ou bien je peux vous en enlever la moitié, c'est pas très grave, vous perdrez 1% d'efficacité dans votre corps. Évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Les liens de dépendance entre votre cervelle et le reste du corps font que si je vous enlève votre cervelle, ça a beau représenter 2% de votre poids, le reste ne fonctionne plus. Eh bien, l'énergie, c'est exactement pareil. Si je vous enlève l'énergie, ça a beau représenter quelques pourcents de ce qu'on paye, le reste ne fonctionne plus. Tout le reste s'arrête. La deuxième manière qu'on a de penser, enfin, le deuxième réflexe pavlovien qu'on a souvent en ce qui concerne l'énergie est celle des économies. Alors, j'ai fait un petit test il n'y a pas très longtemps. J'ai demandé à Google comment il avait envie de me compléter ma requête si je démarre une requête en mettant la meilleure énergie. Vous savez, Google, à ce moment, il vous complète avec la requête la plus couramment faite. Et alors, à ce moment, Google complète la requête avec « c'est celle qu'on ne consomme pas ». Alors, manque de peau, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. De l'énergie, on en utilise de plus en plus depuis longtemps, donc probablement que la meilleure énergie, c'est celle qu'on consomme, parce que si c'était celle qu'on ne consomme pas, ben, on en aurait consommé de moins en moins, parce que c'est quand même vachement sympa de se mettre dans une situation où on a ce qu'il y a de mieux. Vous avez ici la quantité totale d'énergie utilisée par les hommes depuis un siècle et demi, et vous voyez que manifestement, on n'a pas trop écouté ce slogan, on a fait l'exact inverse. Et alors vous noterez deux choses intéressantes sur cette courbe, c'est que la tertiarisation de l'économie n'interrompt absolument pas la hausse. Donc en fait, la tertiarisation de l'économie qui dématérialiserait l'économie, c'est un slogan, ce n'est pas une réalité. Et la deuxième chose que vous voyez sur cette courbe, c'est que la dématérialisation de l'économie qui viendrait de la diffusion des technologies numériques, c'est aussi un slogan, ce n'est pas une réalité. D'accord ? Donc, ni le numérique, ni la tertiarisation de l'économie n'ont fait quoi que ce soit pour infléchir la hausse de la quantité d'énergie qu'on utilise sur Terre. Et en fait, je vous épargne les statistiques ce soir, mais si vous regardez le nombre de gens qui travaillent dans le tertiaire en fonction de la quantité d'énergie utilisée par personne dans le monde, vous vous rendez compte que plus on utilise d'énergie par personne et plus la part des emplois dans le tertiaire augmente. Et on verra pourquoi un peu plus tard, c'est parfaitement normal que ça soit comme ça. Il y a un troisième réflexe pavlovien qui vient maintenant souvent à l'esprit en ce qui concerne l'énergie, c'est de dire qu'on va aller vers un monde totalement renouvelable et que c'est ça l'avenir. Alors, de fait, un monde totalement renouvelable, on sait faire, on a fait très longtemps. Voilà par exemple un monde totalement renouvelable. Vous allez prendre le monde il y a 5 siècles, il est totalement renouvelable. À cette époque-là, il n'y a pas un gramme de pétrole, de charbon, ni de nucléaire, du reste, qui est utilisé par les hommes. Nous sommes dans un univers 100% renouvelable. Alors la question, c'est si l'univers 100% renouvelable est si merveilleux, pourquoi est-ce que ça fait des siècles qu'on s'évertue à faire l'exact inverse de ce qu'il faudrait qu'on fasse aujourd'hui? Parce que de fait, ça fait des siècles qu'on fait l'exact inverse. Vous voyez, voilà la marine à voile d'il y a quelques siècles. Donc ça allait un peu moins vite qu'une frégate moderne, c'était un peu moins puissant qu'un porte-avions moderne, et on s'est dit, bon, on va remplacer ça par une marine fossile, ça sera quand même plus efficace pour alimenter le supermarché du coin rapidement. On avait des transports terrestres parfaitement renouvelables, vous voyez, un cheval renouvelable, du reste à la fin on le renouvelait en le mangeant. Une charrette en bois, bah oui, à l'époque où il y avait des animaux de trait, on valorisait les animaux de trait en fin de vie, c'est pour ça qu'on avait des boucheries chevalines, qui ont totalement disparu maintenant, parce qu'il n'y a plus de chevaux de trait. Vous qui mangez de l'herbe renouvelable en tirant une charrette à boire, etc. Puis on s'est dit que fossiliser les transports, ça les rendait quand même un peu plus efficaces, donc c'est ce qu'on a fait. On avait une agriculture renouvelable, vous voyez, des animaux de trait renouvelables, etc. Puis on s'est dit quand même que pour nourrir les étudiants pour pas cher, c'était mieux d'avoir une agriculture fossile. On avait une industrie parfaitement renouvelable avec des moulins à vent, des moulins à eau, etc. Et on s'est dit que quand même, pour fabriquer tout ce qui nous entoure aujourd'hui, c'était plus simple. Donc en gros, ça fait quelques siècles qu'on passe notre temps à faire l'exact inverse du slogan à la mode d'aujourd'hui, qui est « on va aller vers un monde 100% renouvelable ». Alors de deux choses l'une, ou bien nos ancêtres ont été des crétins patentés à faire l'exact inverse de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, ou bien il y a quand même une toute petite raison physique à ce que c'est comme ça que ce soit écrit l'histoire et pas autrement. Parce que, vous voyez, les moulins à vent, dont les éoliennes modernes sont une variante, on connaît ça depuis 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on connaît les moulins à vent. Donc si les moulins à vent, c'est intrinsèquement supérieur, c'est pas cher, etc., pourquoi est-ce qu'on s'est enquiquiné à abandonner les moulins à vent pour utiliser autre chose? Si vraiment c'est pas cher, c'est commode, on peut en faire ce qu'on veut. Bon. Alors en fait, je vais vous donner là un tout petit exemple qui va vous montrer que la raison pour laquelle on a fait ça, c'est pas juste parce qu'on était des êtres malfaisants, c'est que malheureusement la physique nous y a poussé et que violer la physique, c'est compliqué. Si on imagine qu'on prend le volume d'air de cette salle, qui en première approximation ne doit pas être très très loin du volume d'air d'un cube d'air de 10 mètres de côté. Donc je prends 1000 mètres cubes d'air. J'imprime à cette masse d'air une vitesse d'un Mistral correct.
80 km/h. 45 nœuds, puisqu'il y a des marins dans la salle. Et je fais passer ça dans une éolienne. Je vais donc dans un moulin à vent moderne. Je vais évidemment récupérer de l'énergie. Eh bien, la quantité d'énergie que je vais récupérer est équivalente à celle que j'ai en faisant brûler 3 millilitres de pétrole. Pas beaucoup, 3 millilitres. Hein. Pas gros. Question, est-ce que c'est plus simple, tant qu'on n'a pas de problème de disponibilité sur le pétrole, d'utiliser 3 millilitres de pétrole pour lesquels il n'y a qu'à faire un trou dans la terre et à le faire sortir, et avec ce pétrole, le bateau avance quand il y a du vent, quand il n'y a pas de vent, quand il fait nuit, quand il fait jour, c'est exactement quand on a décidé de le faire sortir, quoi. Alors qu'avec l'électricité éolienne, et donc avec l'énergie éolienne plus généralement, eh bien, le train de 8 heures part s'il y a du vent, et s'il n'y a pas de vent, il ne part pas. Bien évidemment, c'est physiquement beaucoup plus simple d'utiliser l'énergie avec la modalité de droite qu'avec la modalité de gauche. Et c'est bien la raison pour laquelle on est historiquement passé des énergies renouvelables aux énergies fossiles et pas l'inverse. Il y a une raison physique à ça. Très accessoirement, notez que l'éolienne moderne est un sous-ensemble de notre économie fossile, puisque pour faire l'éolienne moderne, il faut du charbon pour faire la métallurgie, il faut du pétrole pour faire la pétrochimie amont et les transports de tous les morceaux intermédiaires. Il n'y a pas plus mondialisé que l'éolien et le solaire. Hein. Les 10 premiers fabricants de panneaux solaires sont en Chine, et aujourd'hui, les premiers fabricants de nacelles sont en Chine également. Donc quand on installe une éolienne ou un panneau solaire en disant c'est de l'énergie locale, non, non, c'est de l'énergie chinoise. C'est-à-dire l'énergie est locale, mais le collecteur, lui, il est totalement mondialisé. Ce n'est pas plus local qu'autre chose. Et il vous faut du gaz pour faire tourner les cimenteries, pour installer les plots en béton. Voilà. Donc le prix aujourd'hui bas de l'éolien, c'est tout simplement parce qu'on a l'énergie fossile à l'amont pour faire des éoliennes pour pas cher. Le jour où vous bouclez le système sur lui-même et où vous n'avez plus que des éoliennes et des panneaux solaires pour faire d'autres éoliennes et d'autres panneaux solaires, on reparlera du prix de l'éolien. Pas complètement sûr que ça reste là où c'est. Donc, une facture, c'est réducteur, l'économiser, c'est pas ce qu'on a fait, 100% renouvelable, on en sort. Et en fait, le vrai rapport qu'on doit avoir vis-à-vis de l'énergie, ce qu'on doit comprendre en ce qui concerne l'énergie, c'est que l'énergie, c'est ce qui nous a permis de nous tailler un costume de Superman pour de vrai. Et c'est pour ça qu'on aime énormément l'énergie. Parce qu'en fait, qu'est-ce que l'énergie? L'énergie, c'est des croquettes pour machines. C'est ça, l'énergie. C'est ce qui permet de faire fonctionner des machines. Et donc, grâce à l'énergie, on a pu augmenter notre corps. Donc l'homme augmenté et la femme augmentée, c'est une réalité. Ce n'est pas un truc qui est futuriste, etc. C'est une réalité. Augmenter l'être humain, c'est ce qu'on vient de faire sur les 2 siècles qui se sont écoulés. Et nous avons adjoint à nos bras et à nos jambes des engins surpuissants, un laminoir, un porte-avions, un porte-conteneurs, un train, un avion, etc. Et l'ensemble de ces engins surpuissants ont fait de nous ça. Alors, ce n'est pas un truc qu'on porte sur nous, vous ne portez pas le laminoir sur votre dos, mais par contre, nous avons créé pour chaque terrien un costume de Superman, dont la jambe gauche, c'est des vapocraqueurs et des cimenteries et des aciéries, et la jambe droite, c'est des porte-conteneurs et un système ferroviaire et des voitures, et le bras gauche, c'est l'ensemble du système numérique mondial, qui consomme énormément d'énergie, et le bras droit, c'est tous les tracteurs et tous les aspirateurs et tous les chariots élévateurs et tous les ascenseurs de la Terre, etc. Donc en fait, nous avons vraiment créé un costume de Superman, et ce costume de Superman, il fonctionne à l'énergie. Voilà, c'est ça, l'énergie. Si je prends... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà fait 4000 mètres de dénivelé dans la journée? Un. Bon, donc je vais lui donner le micro, il racontera aux autres. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour lui, il est ridicule. Alors les autres le sont encore plus. Lui, il est ridicule. Alors je vais vous dire pourquoi il est ridicule. Quand vous faites 4000 mètres de dénivelé dans la journée et que vous hissez votre propre corps contre le champ gravitationnel, vous allez fournir de l'énergie mécanique, que vous allez en général fournir avec vos jambes. Eh bien, un petit calcul simple vous montre que si vous faites cet effort dans la journée, vous aurez fourni 1 kWh d'énergie mécanique avec vos jambes, ce qui n'est pas beaucoup. Et si vous mettez 10 heures, vous ne l'avez pas fait en 2 heures, hein, rassurez-moi. Non, bon. Si vous mettez 10 heures pour faire cet exercice, eh bien, vos jambes auront fourni, pendant les 10 heures où elles ont travaillé, une énergie mécanique qui est de l'ordre de 100 watts. Donc, des jambes de quelqu'un qui fait un gros effort physique, parce que gros effort physique, il n'y a qu'une seule personne dans la salle qui est capable de faire ça, hein. Un gros effort physique, eh bien, pour autant, ça ne vous développe qu'une puissance de 100 watts au cours de cet effort. Et si je fais un calcul analogue avec les bras, par exemple, en vous faisant décaisser 15 tonnes de terre dans la journée, en faisant un gros trou pour les géraniums, eh bien, vous allez vous rendre compte, c'est pareil, que vos bras, ils sont capables de développer une puissance moyenne dans la journée qui est 10 fois inférieure à celle de vos jambes.
Et comme vous pouvez le constater, ils sont un peu plus petits en général, sauf chez M. Schwarzenegger. Alors maintenant, on va imaginer que vous allez utiliser quelques machines de la vie courante. Alors je vais commencer par une machine de la vie courante que, évidemment, vous avez tous utilisée dans cette salle. Non, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y a des gens qui n'ont jamais utilisé ce genre de machine, ce qui va beaucoup étonner, qui s'appelle un mixeur à soupe. Vous savez, un truc que vous mettez dans la soupe, vous appuyez dessus, ça fait bzit, et vous mixez la soupe. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais utilisé un mixeur à soupe ici? Parce que vous avez un moulin à légumes ou parce que vous n'avez jamais fait de soupe? Vous n'avez jamais fait de soupe? C'est pas bien, ça. Donc vous utilisez un mixeur à soupe. Alors votre mixeur à soupe, au moment où vous le mettez en action, il va vous mouliner les légumes dans la casserole. D'accord? Est-ce que vous avez une idée de la puissance moyenne d'un mixeur à soupe? Non, 1 kW, non, quand même. Là, la soupe déborde. Quelques centaines de watts. Donc vous appuyez sur l'interrupteur de votre mixeur à soupe et vous avez 4 cyclistes qui se mettent à pédaler pour vous. Bon, vous n'avez jamais fait de soupe, mais vous avez quand même passé l'aspirateur un jour. Non? Vous n'avez jamais passé l'aspirateur? Pas avec qui vous vivez, vous allez vous faire engueuler, vous. Donc, si vous passez l'aspirateur, la puissance, est-ce que vous avez une idée de la puissance moyenne d'un aspirateur? 500 watts, c'est un tout petit. C'est plutôt 1500, d'accord? Donc, vous appuyez sur le bouton de votre aspirateur et il y a 15 cyclistes qui se mettent à pédaler. Vous avez déjà pris un ascenseur. Alors là, vous appuyez sur le bouton de l'ascenseur, il y a 50 cyclistes dans la cave qui se mettent à pédaler. D'accord? Voilà, quelques machines qui nous entourent du quotidien. Alors maintenant, je vais en prendre une autre qui nous est absolument indispensable aujourd'hui. Je vais prendre un tracteur. Le tracteur, qui développe une puissance de quelques dizaines de kilowatts, un peu plus si vous êtes céréalier dans la Beauce, un peu moins si vous êtes vigneron, développe la même puissance que quelques centaines de paires de jambes. Et alors, comme il y a longtemps qu'on est passé des jambes aux animaux de trait, ça vous développe quand même la même puissance que quasiment une centaine de chevaux de trait. Donc, vous donnez un tracteur à un agriculteur, vous pouvez virer 599 agriculteurs qui avant tractaient la charrue avec lui. Ou plus exactement, vous pouvez sortir des champs énormément de gens qui n'ont strictement plus rien à y faire. Le tracteur et les usines d'engrais, qui sont également des énormes machines qui fonctionnent pour nous, sont la cause première de l'exode rural dans les pays qui se sont industrialisés. D'accord? La surface cultivable n'a pas augmenté. On a pu exploiter cette surface cultivable avec beaucoup moins de gens parce que les machines se sont mis à travailler à notre place. En 1800, avant les tracteurs et les engrais, 2/3 de la population active était agricole. Ce qui est une autre manière de dire que dans le budget des ménages, 2/3 de ce qu'ils gagnaient était consacré à la nourriture. Aujourd'hui, c'est 10%, tout compris, y compris les repas au restaurant où en fait vous ne payez pas la nourriture, vous payez le restaurant, le service, la pub du restaurant, etc. Nourriture aux cacahuètes dans l'addition à la fin. Donc les tracteurs ont été une cause absolument majeure de changement de la répartition de la population sur le territoire. Prenez maintenant un engin très en vogue à l'époque des municipales, puisque c'est ce qui permet de promettre les ronds-points qui arriveront à la prochaine mandature, des engins de travaux publics. Eh bien, un engin de travaux publics développe la même puissance que quelques milliers de paires de bras. Avant les engins de travaux publics, et soit dit en passant les grues, les cimenteries, etc., faire construire un logement, c'était l'œuvre d'une vie humaine, et en fait, le temps d'une vie humaine, si vous rajoutiez une pièce à la maison familiale, c'était vraiment le bout du monde. Aujourd'hui, pour quelques années de salaire d'un individu, l'engin de terrassement arrive, terrasse en 24 heures, alors qu'avec des pelles et des pioches, ça aurait pris des mois, ou au moins des semaines, et derrière, vous faites construire un logement pour quelques années de salaire. C'est un truc qui n'est jamais arrivé dans l'histoire des hommes, et on doit ça aux machines. Prenez un camion, il pédale comme quelques milliers de fois les jambes de son conducteur, et grâce au camion, nous avons fait les villes. Si demain matin, je supprime la totalité des camions en France, l'essentiel des habitants des villes se mettent à mourir de faim. Parce que vous n'avez pas la possibilité de transporter à dos d'homme la nourriture qui doit arriver quotidiennement dans les villes. Un camion sur 3 en France transporte quelque chose qui se mange. Donc si je supprime les camions demain matin, donc si je supprime le pétrole demain matin, eh bien, les habitants des villes se mettent à mourir de faim. Déjà, les agriculteurs n'ont plus les moyens de produire, puisque les tracteurs ne peuvent plus avancer, et les habitants des villes ne peuvent plus être nourris. Et maintenant, je vais prendre un laminoir pas très loin de là où nous sommes, vue de Paris. Alors, je suis désolé, c'est vue de Paris, pas très loin. Un horrible propos jacobin de Parisien, pédant et insupportable. Je vais prendre le laminoir de Fos-sur-Mer. Vous m'accorderez que vue de Paris, c'est pas trop loin quand même.
eh bien, le laminoir de Fos-sur-Mer, lui, il a la même puissance que la totalité de la puissance musculaire des bras de la région la plus peuplée de France, c'est-à-dire de l'Île-de-France. Donc si demain matin, je supprimais le laminoir de Fos-sur-Mer et que je remplaçais ça par des franciliens utilisant la force de leurs muscles pour taper sur des tôles, pour me laminer les tôles de la même manière, eh bien, je devrais prendre toute l'Île-de-France et lui donner un marteau, et rien que pour remplacer le laminoir de Fos-sur-Mer, c'est-à-dire une machine parmi les dizaines de millions qu'on utilise, et qui nous rend un service, qui est de laminer de l'acier. Donc là, vous avez des exemples de quelques machines qu'on utilise, et en fait, je le redis, des machines qu'on utilise, il y en a des millions. Quand vous vous êtes habillé ce matin, puisque personne n'est tout nu dans cette salle, vous avez utilisé plein de machines sans vous en rendre compte. Vous avez utilisé sans vous en rendre compte les machines qui ont planté le coton, qui ont récolté le coton, qui ont filé le coton, qui ont tissé le coton, qui ont teint le coton, qui ont transporté le coton. Si vous avez des fibres synthétiques sur vous, vous avez utilisé indirectement un bout de plateforme pétrolière et un vapocraqueur et une raffinerie et des extrudeurs, enfin plein de machines vous avez utilisées, simplement en enfilant des vêtements ce matin. D'accord ? Donc nous vivons aujourd'hui dans un monde de machines. Et un truc très important, et j'insisterai dessus, c'est un monde dans lequel la production est assurée par les machines. D'accord ? En fait, c'est il y a longtemps que les gens ne travaillent plus, vous n'êtes pas en train de travailler dans cette salle, moi non plus. Mon métier d'enseigner, ce n'est pas un travail, je veux dire, c'est juste causer, quoi. À l'époque où on devait vraiment transformer de la matière, non mais ce n'est pas un travail. Aujourd'hui, le vrai travail, c'est-à-dire fabriquer nos vêtements, ce qu'on mange, etc., c'est des machines qui s'en occupent. Nous, on ne fait plus ça. Tout ce qu'on a besoin de faire, nous, c'est d'arbitrer la production des machines. C'est ça les emplois de service. C'est pour ça qu'il y a énormément d'emplois de service dans les pays qui sont sous perfusion d'énergie de façon très importante, parce que du coup, il y a énormément de flux à gérer, extrêmement compliqués. S'il n'y a pas, je vais prendre un exemple puisque nous sommes dans la fac de droit, si je supprime l'industrie de la fabrication des voitures, je supprime tous les banquiers qui financent des voitures neuves. Je finance tous les assureurs, je supprime tous les assureurs, pardon, qui assurent les voitures neuves. Je supprime également tous les juristes qui ont besoin de me faire des contrats de vente pour les voitures, puisque nous sommes dans une fac de droit. Je supprime, au bout d'un moment, tous les juristes qui s'occupent des procès pour les gens qui ont des accidents de voiture. Oui, bon. Donc en fait, dire que les emplois de service sont détachables de l'industrie, ce n'est pas vrai. Les emplois de service, ils sont raccrochés à des flux physiques. Alors les machines que nous utilisons aujourd'hui, qui mangent leurs croquettes particulières, donc l'énergie, des croquettes pour machines, elles ont permis de démultiplier la puissance musculaire des hommes par un facteur 200. Dit autrement, la force productive des machines aujourd'hui sur Terre, c'est celle de 1400 milliards d'êtres humains. D'accord ? C'est 1400 milliards d'êtres humains. Je vais vous le dire encore autrement, le mode de vie que nous avons en moyenne sur Terre est le même que s'il n'y avait pas de machine et qu'on avait 200 esclaves par personne chacun. Alors ça, c'est la moyenne mondiale. Comme les Français consomment beaucoup plus que la moyenne mondiale, en France, ce n'est pas 200 esclaves par personne qu'on a, c'est plutôt 600. Donc ce que je suis en train de vous dire en vous rappelant ce que c'est l'énergie, c'est une vérité politique indicible, c'est que le smicard vit comme un nabab, considérablement mieux qu'un baron du Moyen-Âge, considérablement moins. Alors évidemment, il n'est pas content parce que des gens comme moi et Bernard Arnault vivent encore mieux que lui. Mais le smicard et le retraité aujourd'hui vit comme un nabab. Comme un nabab. Grâce à l'énergie qui a permis de mettre en œuvre des machines totalement surpuissantes qui nous assurent la totalité de ce que nous pouvons trouver pour pas cher. L'un des avantages des machines par rapport aux animaux de trait et aux esclaves d'antan, en plus, c'est qu'elles nous libèrent la totalité de l'espace en surface. Parce qu'à l'époque où nous avions des animaux de trait, 40 à 50% des surfaces devaient leur être réservées. Alors certes, on finissait par les bouffer à la fin, mais enfin quand même, on devait quand même les garder en vie le temps que ça nous servait. Et quand on utilisait des esclaves, c'est pareil. Votre esclave qui n'a pas à manger, il meurt, et donc vous perdez votre esclave. C'est quand même un peu ballot. Donc il fallait aussi avoir de quoi les nourrir. Les machines des temps modernes mangent du sous-sol. C'est génial. En plus, elles libèrent tout l'espace en surface. Hein ? Et du reste, dans les énergies renouvelables qui proviennent de la biomasse, vous voyez bien ressurgir ce conflit d'usage des sols, où chacun veut l'espace pour qui manger, qui un usage énergétique, etc. Qui avoir de la forêt parce qu'il faut la filière bois, etc. On voit revenir tout ça. Alors cet arbitrage, ce rôle de l'énergie, malheureusement, est totalement invisible dans l'économie que nous avons apprise à l'école et l'économie que les étudiants dans cette salle apprennent à l'école. C'est totalement invisible parce qu'au moment où on théorise l'économie classique il y a 2 siècles,
on se dit qu'on va simplement se limiter à ce qui est rare, et ce qui est limitant il y a 2 siècles sur la production, ce n'est pas les ressources, il y en a autant qu'on veut. Je vous rappelle qu'il y a 2 siècles, on a tout juste commencé la colonisation des États-Unis, on ne sait pas que l'Antarctique existe, et on n'a pas la moindre idée de la totalité de ce qui se passe sur l'océan. Donc il y a 2 siècles, le monde est infini en première approximation. Par contre, ce qui n'est pas du tout infini, c'est le nombre de gens qui peuvent travailler et le capital humain déjà accumulé. C'est essentiellement les terres mises en culture. Et donc à ce moment, quand les économistes de l'époque commencent à théoriser l'économie, ils disent ben, si on se limite à ce qui est, si on regarde juste ce qui est limitant pour la production, on va prendre le facteur humain, le facteur naturel, on l'oublie, c'est pas la peine, il n'a strictement aucune importance. Et donc les économistes de l'époque disent, et voilà Jean-Baptiste Say par exemple qui le dit explicitement, la nature est gratuite. Les ressources naturelles sont gratuites. Jamais dans les prix, vous ne verrez le fait que la nature a mis des ressources à notre disposition. Jamais. Donc l'économie que vous apprenez à l'école, elle vous dit que pour alimenter un système productif, vous avez besoin de gens qui travaillent, vous avez besoin de capital humain, et si vous avez du capital humain et des gens qui travaillent, le supermarché est rempli. C'est merveilleux, non? Donc plus vous mettez de gens au travail, et plus vous avez des banquiers sympathiques, et plus le supermarché se remplit. Voilà. Alors arrive, je ne sais pas qui, l'ingénieur, ou la simple personne, le paysan de bon sens, et il vous dit, ouais, enfin, pour avoir le supermarché rempli, à droite, là, ce que vous avez, ça se touche, ça contient des atomes. Vos atomes, il faut bien les avoir pris quelque part. Ce qui va constituer les vêtements, les lunettes et les téléphones, c'est constitué de matière. Cette matière, il faut bien la prendre quelque part. Bon. Et à ce moment, ce quelque part, ça s'appelle des ressources. Tous les produits que vous avez autour de vous, tous autant qu'ils sont, ne sont que des ressources naturelles qui ont été transformées par notre activité. Rien d'autre. D'accord ? De la paire de chaussettes au destroyer, c'est que des ressources naturelles transformées par notre activité. Donc c'est des ressources qu'il faut transformer et il faut avoir une capacité de transformation pour ces ressources, c'est précisément ça le travail. Et ce travail aujourd'hui est fourni très marginalement par les hommes et principalement par les machines. Donc le système productif que nous avons, c'est des machines alimentées par de l'énergie qui consomment des ressources et qui font tout ce que nous avons en face. Et nous, je le redis, on est juste là pour gérer le système. Donc on est là pour fournir des comptables pour le supermarché, des vendeurs pour le supermarché, des publicitaires pour le supermarché, etc. Tout sauf ce que vous trouvez vraiment dans un supermarché, c'est-à-dire des trucs à acheter. Et quand vous regardez les services, c'est basé exactement de la même manière. Vous ne faites pas un salon de coiffure sans que vous ayez les lacs et les cosmétiques de fabricants que je ne nommerai pas, sans que vous ayez les sièges, parce qu'un salon de coiffure dans lequel vous restez debout, il n'y a pas beaucoup de clients, sans que vous ayez construit le salon de coiffure avec de la matière, parce que sinon l'hiver, il n'y a personne parce qu'on se pèle et il pleut, etc. Donc, et sans que vous ayez les tondeuses. Donc, même pour les services, en fait, vous n'avez pas un service qui échappe à cette règle. Tous les services demandent aussi des flux matériels, tous. On peut représenter le capital dans cette représentation qui est simplement une boucle interne, c'est-à-dire c'est des trucs qui ne se détruisent pas quand on s'en sert, typiquement cet immeuble, normalement. Sinon, s'il s'écroule quand on s'en sert, ça fait un scandale dans la presse. Ce que vous voyez apparaître sur ce graphique, c'est d'autres facteurs limitants au système. Il y en a un premier qui est que si les machines n'ont plus leur croquette pour machine qui s'appelle de l'énergie, elles s'arrêtent de travailler, donc elles ne se mettent pas en grève parce qu'elles réclament une augmentation, juste elles s'arrêtent de travailler. Et si les machines s'arrêtent de travailler, la production s'arrête aussi. Donc je reprends l'exemple de mes camions. Si vous avez une flotte de camions avec des conducteurs parfaitement prêts à conduire et un banquier parfaitement prêt à vous financer et pas d'essence à mettre dans les camions, la production de la flotte de camions est nulle. Voilà. Et de même que dans la rade de Toulon, si on doit ressortir à la rame les bateaux militaires modernes, je pense que ça va être un peu difficile d'aller faire la guerre. Donc vous voyez bien que l'énergie est un facteur limitant de la production parce que c'est un facteur limitant de la mise en action des machines. Les ressources peuvent également être un facteur limitant. Pour rester dans la Méditerranée, s'il y a moins de poissons à pêcher, il y a évidemment moins de produits de la pêche, ce qui peut créer, soit dit en passant, quelques tensions. Donc vous avez ici, encore une fois, deux autres facteurs limitants qui peuvent exister dans le système. Alors aujourd'hui, à l'échelle mondiale, ils ne s'appliquent pas encore à plein. Mais localement ou régionalement, ça a commencé et il se trouve, bonne nouvelle pour nous, que l'Europe et la Méditerranée sont aux avant-postes de ces limitations qui ont commencé à s'exercer. Je vais y venir dans pas longtemps. Ici, vous avez une reconstitution de la production économique mondiale depuis la naissance de M. Jésus-Christ. Alors, je suis désolé, Excel est un peu stupide, donc il ne sait pas que le calendrier romain commence à 1. Donc, il va commencer à 0, il faudrait que je pense à corriger ça. Mais vous avez ici donc cette reconstitution. Alors, pendant longtemps, les hommes n'ont pas eu de machine. Ils ont éventuellement des outils,
ils n'ont pas eu de machine, donc le PIB est essentiellement une fonction de la population. À cette époque-là, la population n'augmente pas beaucoup, donc le PIB n'augmente pas beaucoup. Jusqu'au déploiement à large échelle des machines sur Terre, c'est-à-dire le début de la révolution industrielle, le PIB n'augmente pas beaucoup non plus. Il commence à augmenter un peu, mais pas vraiment beaucoup. Et puis là-dessus, arrive le moteur à combustion interne et la machine à vapeur. Et alors là, ralovli, on vous explique qu'on va sauver les retraites avec la croissance perpétuelle. Voilà. Donc nous voyons arriver dans le langage des économistes un truc qui est quand même une vaste blague, qui s'appelle la croissance structurelle de long terme. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on peut dire des trucs pareils sans être bourré ou sous l'emprise de stupéfiants? Croissance structurelle de long terme. Évidemment que sur une planète Terre qui fait désespérément 13 000 km de diamètre, qui faisait 13 000 km de diamètre il y a 2 siècles, qui fera toujours 13 000 km de diamètre dans 2 siècles, il n'y aura jamais de croissance structurelle de long terme. Il y a une parenthèse de l'humanité avec de la croissance. Mais ce n'est pas structurel de long terme. Et je peux vous dire que ça ne va pas durer jusqu'au moment où les plus jeunes dans cette salle vont prendre leur retraite, et ce n'est pas du tout sûr que ça dure jusqu'au moment où moi je meurs. Hein? Alors pour le moment, ça dure. Donc ça dure très très bien. Vous avez ici quelque chose qui est la contrepartie logique de ce que je viens de vous raconter. Dans un monde de machines, vous regardez la quantité d'énergie utilisée, alors pas par les hommes, par les machines, parce que là aussi il y a une supercherie de langage. Vous ne consommez pas d'énergie. La seule énergie que vous consommez, c'est quand vous mangez un plat de tripes, ce qui est délicieux par ailleurs, ou une portion de carottes râpées, ou que vous vous faites chauffer au soleil. Mais c'est la seule façon que vous avez de consommer de l'énergie. Vous ne buvez pas de pétrole, je vous le déconseille, c'est vraiment pas terrible, et vous ne mangez pas de charbon. Le seul charbon qu'on mange est pour les flatulences, mais ce n'est pas vraiment pour l'énergie. Donc nous ne consommons pas d'énergie, c'est pas vrai. Quand on dit qu'on consomme de l'énergie, en fait, c'est tel Mickey dans Fantasia, on met en route des machines, c'est ça qu'on fait, c'est magique. Et c'est ça qu'on fait. Donc, la quantité d'énergie n'est pas utilisée par les hommes, elle est utilisée par les machines, et si vous représentez la quantité d'énergie, en fait, ça ne représente que le parc de machines en fonctionnement. C'est ça que ça représente. Et donc, ici, sur cette courbe, qui démarre en 1965, chaque année représentant un point et qui va jusqu'en 2018, ce que ça dit, c'est que la quantité de machines en service vous donne très exactement le PIB en monnaie constante. Donc en fait, le fameux PIB qui doit croître pour payer les retraites, assurer la baisse du chômage, etc., M. Macron n'y peut strictement rien, parce qu'il ne peut rien sur l'approvisionnement énergétique mondial qui permet de mettre en route le parc de machines mondial. Ça se passe ailleurs que chez lui. Il peut un petit quelque chose sur la fraction de cette énergie qu'on va réussir à avoir chez nous, un petit quelque chose. Il peut un gros quelque chose sur la seule énergie qu'on maîtrise domestiquement, qui est l'hydroélectricité, et d'une certaine manière le nucléaire, parce que le seul truc qu'on importe c'est l'uranium, mais c'est pas des grosses quantités. Mais pour le reste, il est pris dans la barque mondiale, c'est pas lui qui produit le pétrole, c'est pas lui qui produit le gaz, c'est pas lui qui produit le charbon. Et comme l'essentiel de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui sur Terre est fossile, à 80%, voilà le drame des négociations climat, j'y reviendrai un peu plus tard, c'est que vous ne savez pas aujourd'hui augmenter le PIB sans augmenter le CO2. Et inversement, nous ne saurons pas limiter le réchauffement climatique sans baisser le PIB. On ne saura pas faire ça. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il finira par baisser de toute façon. Enfin la bonne ou la mauvaise, je ne sais pas. Mais en tout cas, la nouvelle, c'est qu'il finira par baisser de toute façon. Mais parce qu'il est tributaire de ressources qui sont épuisables. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, la question du changement climatique, c'est gérer un conflit d'objectifs monstrueux que nous avons à tous les étages, entre ce qui est notre but depuis des siècles, c'est-à-dire accroître la quantité de biens et de services dont on peut disposer, et faire baisser les émissions de CO2. D'accord ? Il y a un conflit d'objectifs frontal entre ces deux trucs-là. Et donc, tant que l'Europe cherchera la croissance, ce qui est aujourd'hui son objectif, parce que dans l'article 3 du traité de Lisbonne, il est écrit « l'Europe vise la croissance », c'est écrit noir sur blanc. Donc nous avons une constitution en Europe qui nous dit « notre objectif, c'est la croissance ». C'est une des rares constitutions de pays, à mon avis, qui dit ça. Eh bien, tant qu'on visera la croissance, on ne pourra pas avoir de baisse des émissions de CO2 autrement que via des processus qui ne nous demandent pas notre avis. Alors vous allez voir qu'il y en a déjà un en Europe, mais c'est un processus qui ne nous demande pas notre avis. Donc l'histoire des hommes depuis 2 siècles, c'est il y a des combustibles fossiles sous terre, ils sont gratuits. Il est tombé sur la tête, depuis quand l'essence est gratuite? Si, le pétrole est gratuit. Car le pétrole s'est formé comme toutes les ressources naturelles sans que qui que ce soit dans cette salle ne paye le moins de centimes. Donc le vent se forme sans que vous payiez le moins de centimes,
Le soleil brille sans que vous payiez le moins de centimes. Le pétrole s'est formé sans qu'on paye le moins de centimes. Il n'y a personne dans la salle qui a payé le moins de centimes pour que le pétrole se forme sur Terre. Ce qui coûte dans tous les cas de figure, c'est le travail humain et les rentes humaines pour aller chercher la ressource. Donc pour le vent, il faut payer des gens pour construire des éoliennes, aller les mettre en place, etc. Et il faut payer la rente, c'est-à-dire qu'il faut louer son champ à l'agriculteur en lui disant, voilà, une version annexe étant de l'exproprier. Bon. Pour le pétrole, c'est pareil. Il faut payer des gens pour aller le chercher, il faut payer des rentes, c'est-à-dire celui qui est assis dessus, parce qu'il a eu la bonne idée, et la version annexe, c'est de l'exproprier. Donc vous y allez avec les chars et les avions, et vous dites, pousse-toi de là que je vais mettre, le pétrole est à moi. Mais c'est dans tous les cas de figure que des revenus humains que vous payez quand vous payez l'énergie. Vous ne payez pas la nature qui ne vous envoie pas de facture. Jamais. Donc ces combustibles brûlants, ils ont la possibilité d'actionner un parc de machines qui nous a permis de transformer tout ce qui nous est tombé sous la main et donc de faire en quantité croissante des objets de toute nature. Et comme les machines se sont mises à travailler à notre place, nous on a du temps libre. Alors à quoi on affecte ce temps libre? À se mettre à, entre guillemets, travailler plus tard. Mais quelle différence? Pourquoi est-ce qu'on appelle travail le fait de passer de étudiant qui est assis derrière un bureau à apprendre des trucs à consultant qui est assis derrière un bureau à apprendre des trucs? Purement conventionnel. Hein? Passer de étudiant, c'est assis sur une chaise, en train d'écouter quelqu'un qui cause, et vous allez derrière devenir employé de bureau à l'accueil de la caisse nationale, de la caisse primaire d'assurance maladie, et vous allez être assis derrière un bureau à écouter des gens qui causent. Quelle différence? Donc dans un cas, on appelle ça travail, dans l'autre cas, on appelle ça étude. En fait, c'est pareil physiquement, d'accord? Bon. Donc en fait, on a du temps libre. Alors on l'affecte à quoi ce temps libre? À être assis derrière un bureau. Voilà. Alors ça peut s'appeler la retraite, ça peut s'appeler les études, ça s'appelle le week-end, ça s'appelle les 35 heures, ça s'appelle les vacances. Voilà. Tout ça, c'est une contrepartie de l'abondance énergétique. Donc les revendications conjointes de la CGT et du MEDEF, et de l'UFC Que Choisir, c'est l'énergie. Ce qui a fait votre pouvoir d'achat, c'est l'énergie. Ce qui a fait les villes, parce que les gens n'avaient plus besoin d'être au plus près de la ressource à la campagne, c'est l'énergie. Ce qui a fait la mondialisation, c'est l'énergie. Tout ça est évidemment transitoire, parce que le pétrole, le gaz et le charbon seront transitoires sur Terre. Hein? Mais ce qui a fait tout ça, c'est l'énergie. Et la contrepartie monétaire de ce tout ça, eh bien, s'appelle le PIB. Donc dans ce conte de fées, on a deux forces de frottement que M. Jean-Baptiste Say n'avait pas vues. Mais des gens pas loin de son époque avaient déjà commencé à voir, puisque l'effet de serre est connu depuis Joseph Fourier en 1826. C'est le changement climatique à l'aval et un goulet d'étranglement à l'amont, qui est la disponibilité en combustibles fossiles. Alors on va rentrer un peu dans le détail sur les deux. À l'amont, les combustibles fossiles portent bien leur nom puisqu'il s'agit de fossiles. Tombe bien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fossile? C'est un reste sédimenté de quelque chose qui a vécu il y a longtemps. Vous avez des coquilles d'ammonite, etc. Alors, un fossile particulier, c'est le pétrole. Le pétrole est un reste fossile de microalgues et de plancton ayant vécu, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, n'importe quand entre il y a 50 millions d'années et il y a 400 millions d'années. Et les restes biologiques de cette vie ont été sédimentés dans la croûte terrestre par la tectonique des plaques, cuits par la géothermie, et ça a fini par vous donner du pétrole et du gaz, qui s'est, dans les bons cas de figure, accumulé dans des roches poreuses, typiquement du calcaire, éventuellement du grès, éventuellement des sables, pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui un réservoir de pétrole. Un réservoir de pétrole, soit dit en passant, c'est pas comme le réservoir de votre voiture, qui se vide et qui se remplit en 1 minute. Ça met des dizaines de millions d'années à se remplir, et ça met des dizaines d'années à se vider. C'est une roche imprégnée d'huile. Donc vous voyez que les combustibles... Et le charbon, pardon, s'est formé en une seule passe à partir d'il y a 300 millions d'années avec des fougères qui ont poussé à l'ère du charbon, le carbonifère. Donc les combustibles fossiles, c'est tout à fait renouvelable si vous avez le temps d'attendre 300 millions d'années. Si vous n'avez pas le temps d'attendre 300 millions d'années, on va dire que ce n'est pas très renouvelable. Et en fait, vous tapez dans un stock, à l'échelle des temps historiques, on va considérer qu'il est donné une fois pour toutes. Donc à l'échelle des temps historiques, quelques siècles, on va considérer que du pétrole, il y en a une quantité donnée une fois pour toutes. On peut ne pas savoir où il est. En fait, on sait de mieux en mieux où il est, mais on peut ne pas savoir où il est, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à cause de sa durée de formation, il y a une quantité de départ, au début de la partie de Monopoly, qui est donnée une fois pour toutes. En fait, on sait de mieux en mieux où il est. Mais je pourrais y revenir s'il y a des questions. À partir du moment où vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est pas possible d'avoir une extraction annuelle en provenance de ce stock qui augmente indéfiniment.
Vous ne pouvez pas avoir chaque année plus de pétrole que l'année précédente, et ça jusqu'à la nuit des temps. Parce que ça voudrait dire que le stock est infini. Vous ne pouvez même pas avoir un stock de départ une production annuelle qui soit perpétuellement constante. À nouveau, ça voudrait dire que le stock est infini. Si chaque année vous êtes capable d'avoir la même chose que l'année précédente, et ce jusqu'à la nuit des temps, c'est que vous avez un stock infini. En fait, les mathématiques vous permettent de démontrer, chose que je fais démontrer à mes étudiants quand j'ai décidé d'être désagréable, que, en pareil cas, vous n'avez qu'une seule, vous avez trois conditions limites, que votre production est tenue de respecter. La première, c'est que si vous remontez suffisamment loin dans le temps, ça part de zéro. Bon, ça, c'est facile à vérifier en ce qui concerne le pétrole. Si je remonte suffisamment loin dans le temps, il y a un moment, à l'époque des dinosaures, il n'y avait pas d'hommes pour sortir le pétrole, du reste pas de pétrole à sortir, donc la production était nulle. Si vous allez suffisamment loin dans le temps, ça redeviendra nul. Et entre les deux, vous allez passer par un maximum absolu à l'extraction, c'est-à-dire un sommet historique qui ne sera jamais dépassé, et derrière lequel vous aurez un déclin. Alors ce sommet historique a coutume d'être appelé le pic. Soit dit en passant, cette notion de pic s'applique au pétrole, mais ça s'applique aux minerais de cuivre, au vanadium, au tantale, au chrome, au cobalt, au nickel, à n'importe quoi qui sort de la croûte terrestre. Exactement pour les mêmes raisons, parce que vous n'avez pas de régénération en continu d'atomes de cobalt et d'atomes de cuivre et d'atomes d'aluminium et d'atomes d'argent. De toute façon, toutes les ressources minérales passeront un jour par un pic en ce qui concerne leur extraction de la croûte terrestre. Pendant longtemps, alors quand j'ai connu Pascal, donc en 2002, j'étais un peu comme le professeur Tournesol de Tintin, là, à me balader avec mon pendule en disant « le pic bientôt, le pic bientôt ». Alors maintenant, j'ai reçu un allié de poids, parce que ce n'est pas le pic bientôt, c'est le pic est derrière nous. Vous avez ici un document qui aurait mérité un peu plus de publicité que les sextapes de Benjamin Griveaux. En 2018, je ne sais pas s'il faisait déjà des sextapes. Donc, qui est sorti en 2018, en décembre 2018. Et ce document vous dit qu'en ce qui concerne le pétrole conventionnel, et je vais détailler un tout petit peu après de quoi il s'agit, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas les sables bitumineux du Canada, vous savez, ces exploitations dans des mines à ciel ouvert, là où on racle du sable imprégné de bitume pour en faire un pétrole de synthèse, et tout ce qui n'est pas le pétrole qu'on appelle de schiste aux États-Unis. Alors le pétrole de schiste, en fait, c'est du pétrole qui s'obtient en fracturant des roches-mères. On devrait l'appeler du pétrole de roche-mère, et c'est ce fameux pétrole qu'on obtient par fracturation hydraulique. Si j'accepte ces deux sous-ensembles du pétrole, la totalité du reste de la production mondiale est en déclin depuis 2008. Alors 2008, s'il y a un banquier dans la salle, ça doit lui rappeler un petit quelque chose. Il y a un lien direct entre ce qui s'est passé dans le monde financier en 2008-2009 et ça. Un lien direct, parce que le pétrole s'arrête de croître et se met à décroître. Du coup, la quantité de croquettes pour machines s'arrête de croître et se met à décroître pour les machines qui servent à transporter, et dont je vais vous montrer dans pas longtemps qu'elles sont les plus limitantes dans le système économique mondial. Du coup, le PIB s'arrête de croître et il y a même des zones dans lesquelles il commence à décroître. Et du coup, la pyramide de Ponzi que nous avons créée sur la dette depuis le premier choc pétrolier, qui est aussi un processus énergétique, est attaqué par un PIB qui décroît, et à ce moment, le truc vole en éclats. Donc, ce que nous avons eu en 2008-2009, c'est une crise énergétique. Et cette crise énergétique, entre guillemets, est là pour durer, comme je vais vous le montrer. Donc, ce n'est pas une crise qui, derrière, se résorbe, c'est le début d'un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme inclura, par exemple, que si la part de l'armée dans le PIB n'augmente pas, votre budget va baisser de manière structurelle. Voilà. Avec le reste de ce que sera le PIB. Alors, cette évolution, elle a été particulièrement ressentie en Europe. Vous avez ici la quantité de pétrole dont disposent les Européens, c'est-à-dire les machines situées en Europe. Cette quantité de pétrole est subdivisée en deux compartiments. Vous avez ce que produit la mer du Nord, dont vous voyez qu'elle est passée par son pic en 2000, de façon parfaitement nette, et ce qu'on importe. Et ce qu'on importe a permis de compenser le déclin de la mer du Nord jusqu'en 2006, et vous voyez qu'à partir de 2006, ça s'arrête et ça se met à décliner également. Donc la quantité de croquettes pour camions, pour bateaux, très accessoirement pour hélicoptères, et pour avions dont nous disposons en Europe, a commencé à décliner à partir de 2006. C'est exactement pareil aux États-Unis, je ne vous assomme pas avec les courbes, mais c'est exactement pareil dans toute la zone OCDE. À cela, l'Europe rajoute des particularités régionales
qui vont également dans le même sens. L'Europe utilise également du gaz pour mettre en route d'autres machines. Le gaz vient essentiellement de la mer du Nord, parce que le gaz étant gazeux, merci le dictionnaire, il se trouve qu'il est beaucoup plus mal commode à transporter sur de longues distances que le pétrole qui est liquide. Et donc le gaz, à la différence du pétrole, n'est pas une énergie mondiale, c'est une énergie régionale. Le gaz se transporte bien quand vous avez un tuyau qui va d'un producteur à un consommateur et qu'on ne change pas de producteur et consommateur en cours de route. D'accord ? Donc le gaz fait l'objet, et vous avez des pays pour lesquels le gazoduc est un truc qui coûte tellement cher qu'ils préfèrent importer d'un côté du pays et exporter de l'autre côté du pays. C'est par exemple le cas de l'Iran. Donc vous avez du gaz en Europe qui est essentiellement issu de la mer du Nord, et vous voyez qu'en 2005, la mer du Nord passe son pic, plouf, se met à décliner, et à ce moment, instantanément, la quantité de gaz disponible en Europe s'arrête de croître et se met à décroître. Après, nous avons également du charbon en Europe. Alors il se trouve que le charbon, lui, il a passé son pic dans les années 60, bien avant que le climat devienne un problème, parce que ça fait 2 siècles qu'on tape dans nos mines de charbon. Vous savez que la Grande-Bretagne est le premier pays à avoir connu un essor industriel grâce à ses mines de charbon. Puis derrière, ça a suivi la France, l'Allemagne. Du reste, on s'est souvent chicané, les Français et les Allemands, à cause du charbon et de l'acier. Ça a été l'objet de mettre quelques militaires au travail. Et donc, depuis les années 60, la quantité de charbon disponible en Europe décline. Et elle ne décline pas doucement, elle décline extrêmement rapidement. Alors, ce que vous voyez sur cette courbe, c'est à la fois la production. Là, sur cette série, ça démarque en 80, mais peu importe. Et la consommation. Et ce que vous voyez, c'est que quand la production décline, la consommation décline aussi, parce que le charbon se transporte encore plus mal que le gaz. C'est un pont véreux solide, et donc c'est extrêmement compliqué de transporter des grandes quantités de charbon sur de longues distances. Il y a un charbon avec lequel on fait bien ça, c'est le charbon métallurgique, parce qu'il vaut très cher. Mais par contre, le charbon vapeur, celui qu'on utilise pour faire de l'électricité, ce qui est soit dit en passant est l'utilisation dominante du charbon dans le monde. Les 2 tiers du charbon extrait d'une mine de charbon dans le monde servent à alimenter des centrales électriques. Le charbon se transporte mal sur de longues distances quand il ne vaut pas très cher, ce qui est le cas de l'essentiel du charbon. Alors si j'empile toutes les énergies fossiles qui sont en contraction en Europe, voilà ce que ça donne. Ici, vous avez la quantité de croquettes pour machine par Européen depuis 1965. Vous voyez, ça, c'est les 30 glorieuses. Ras-le-blis. De plus en plus de croquettes pour machine par Européen, donc de plus en plus de machines par Européen, donc de plus en plus de production par Européen. C'est le moment où les cheveux blancs dans cette salle payent leur pavillon, voient leurs revenus augmenter de 5% par an, etc. Que du bonheur. C'est l'énergie qui a fait ça. D'accord ? Ce n'est pas mai 68, c'est vraiment l'énergie qui a fait ça. Après, vous avez une deuxième période, après les chocs pétroliers, où ce que vous voyez, c'est que la quantité de croquettes pour machine par personne cesse d'augmenter en Europe. Et en fait, dans toute la zone OCDE, c'est ça les chocs pétroliers. On passe d'une période où l'énergie par personne, c'est-à-dire la quantité de machines en service par personne, augmentait rapidement, à une période où ça s'arrête d'augmenter. Et donc la production par personne s'arrête d'augmenter, et donc la consommation, c'est-à-dire le pouvoir d'achat par personne, s'arrête d'augmenter rapidement. Ce n'est pas dû à l'incurie des politiques à ce moment-là, c'est dû au fait que la générosité des puits de pétrole n'était plus la même. L'incurie des politiques a été de ne pas le comprendre et de ne pas le gérer. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à partir de maintenant ceinture, ils ont dit non, on va continuer à distribuer autant qu'avant, il n'y a pas de problème, on trouvera de l'argent dans les caisses plus tard. Sauf que plus tard, il n'y a pas eu plus de pétrole et il n'y a pas eu plus d'argent dans les caisses, et on a démarré une pyramide de Ponzi à partir de ce moment-là qui s'appelle la dette. Et puis arrive 2006, et alors là, 2006, c'est début de la tendance inverse. Alors évidemment, les tendances, il y a des à-coups, comme vous pouvez le voir, mais c'est début de la tendance inverse, c'est-à-dire début de la contraction de l'énergie par Européen, c'est-à-dire de la baisse du parc de machines en fonctionnement par Européen, c'est-à-dire de la baisse structurelle de la production par personne, et donc de quelque chose qui va ressembler à une récession structurelle. Alors pour le moment, on a un artefact comptable qui nous masque un peu ce processus, qui est l'inflation des actifs. Tous ceux d'entre vous dans cette salle qui ont un peu d'immobilier le savent. Donc vous avez le prix de tous les actifs qui augmentent, les actions, l'immobilier, les œuvres d'art, la terre agricole, les forêts. Enfin, dès qu'il y a un truc qui s'achète en ce moment, crac, la valeur augmente. Et comme le calcul du PIB ne déflate pas ce processus-là, on a l'impression que le PIB continue d'augmenter, mais en fait, le PIB vrai, les tables, les chaises et les mètres carrés, ça n'augmente plus. Et ça a même commencé à s'éroder légèrement depuis 2007. Et quand vous regardez la contrepartie économique de cette affaire, voilà le taux de croissance du PIB par personne en Europe depuis 65, enfin depuis 60 même. Donc ça, c'est les 30 glorieuses, encore une fois, les cheveux blancs dans cette salle vivent une époque bénie. Puis les croquettes pour machine n'augmentent plus, on a les 30 piteuses. Alors le PIB par personne continue d'augmenter, mais beaucoup moins vite. C'est l'efficacité des machines qui augmente un peu,
2, la dette et l'inflation des actifs qui commencent. Et 3, vous avez après 2006, alors là, on est carrément à taux de croissance quasi nul en Europe depuis cette époque-là, mais nous sommes en Europe dans un marché qui est libre à l'intérieur des frontières européennes. Alors là, tous ceux qui ont fait un peu d'électricité dans cette salle le savent, quand vous avez des électrons qui peuvent circuler librement et que vous avez une différence de potentiel quelque part, qu'est-ce qui se passe? Vous créez un courant. Qu'est-ce qui se passe en Europe, dans une Europe où le PIB en moyenne n'augmente plus, avec des grosses différences de revenus entre l'Est et l'Ouest, et où les gens et les capitaux peuvent circuler librement? Ça se rééquilibre. Donc les industriels de l'Ouest mettent leurs usines à l'Est, et les travailleurs de l'Est passent à l'Ouest. Et alors à ce moment, vous demandez aux Grands-Bretons s'ils sont contents, et les Grands-Bretons vous disent non. Mais c'est que les premiers de la série. L'Europe telle qu'elle est construite aujourd'hui, avec la libre circulation des personnes et des marchandises à l'intérieur d'une zone où on ne peut pas mettre de force de frottement alors qu'il y a de moins en moins d'argent, c'est évident que les tensions vont augmenter. Alors je ne suis pas en train de vous dire que je souhaite le retour des guerres sur le sol européen. Mais en attendant, on est en train de mettre en route une tectonique des plaques qui, à l'évidence, va finir par provoquer des craquements. C'est absolument évident. D'accord ? Il va se passer des choses, ça va être violent dans l'attelage européen de manière croissante avec le temps qui passe. Alors pourquoi est-ce que je vous parle du pétrole, tant et plus? Parce que, je le disais, dans toutes les croquettes pour machines dont on dispose, c'est celles-là qui sont le plus limitantes. Vous avez ici deux courbes qui sont, non pas une preuve, mais la traduction logique, ou la conséquence logique de ce que je vous ai raconté juste avant sur le facteur 1 à 200 entre la puissance des hommes et la puissance des machines. La courbe en rouge vous donne la variation de la quantité de pétrole qui sort des puits sur Terre. Alors vous voyez, avant les chocs pétroliers, cette quantité de pétrole augmente très très rapidement, 8% par an. C'était juste pas tenable, c'est pour ça qu'on a eu les chocs pétroliers. C'était juste pas tenable, d'accord ? Physiquement, ça ne pouvait pas durer. Et puis, au moment des chocs pétroliers, vous avez une correction extrêmement violente de ce taux de croissance, qui passe même en négatif pendant un certain nombre d'années. Et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne. Ce que vous voyez, c'est que depuis les chocs pétroliers, c'est-à-dire que depuis qu'on a gratté tout ce qu'on pouvait gratter sur l'efficacité des machines qui consomment le pétrole, eh bien, la quantité de pétrole dont on dispose, j'ai bien la quantité, est l'élément directeur de l'économie mondiale. La variation du PIB par personne reflète très exactement la variation de la quantité de pétrole qui sort des puits. Très exactement. Donc là, vous avez le meilleur indicateur avancé de la variation du PIB dans le monde. Regardez la variation de la quantité de pétrole disponible et vous aurez la variation du PIB mondial. Comment évolue le pétrole en ce moment? Eh bien, voilà la quantité de pétrole qui sort des puits depuis 1973. Donc là, vous voyez le ralentissement du haut choc pétrolier. Et ce que vous voyez, c'est que de 2005 à 2010, ça n'augmente plus. C'est ça qui a déclenché la crise des subprimes. Mais ce que vous voyez, c'est que depuis quelques années, ça n'augmente plus non plus. Et qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Malgré la création monétaire absolument massive que nous avons, le PIB ne repart pas. On voit apparaître des taux négatifs. Les placements de l'argent deviennent un peu partout inférieurs à l'inflation. Enfin, on est en train de voir des trucs très bizarres apparaître dans l'économie. En fait, ce n'est pas bizarre si vous regardez ça. C'est juste une manière parmi d'autres qu'a l'économie de réagir à un monde dans lequel la croissance physique est en train de disparaître. Dans un monde où il n'y a pas de croissance, on ne peut pas rembourser des dettes avec des taux d'intérêt positifs. Sauf en faisant une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire en réempruntant pour rembourser le principal plus les intérêts, et donc en augmentant perpétuellement la dette. Donc si on a de la dette perpétuelle, ça marche bien. Si à un moment quelconque, on est obligé de rembourser la dette avec des revenus réels, par exemple les crédits immobiliers, parce que les particuliers ont un peu de mal à créer de la monnaie, à ce moment, vous allez avoir soit du défaut, soit des taux réels qui vont devenir négatifs. Ou de l'inflation. Mais tout ça participe de la même chose. Et ce pétrole qui mondialement n'augmente plus, pourtant, il bénéficie d'un apport absolument majeur des pétroles non conventionnels. Ici, vous avez l'évolution de la production aux États-Unis. Vous voyez qu'ils ont dépassé leur pic historique de 70 grâce au shale oil que vous voyez là, ce qui nécessite de fracturer la roche. Et en ce qui concerne le Canada, vous voyez que c'est grâce au sable bitumineux que ça augmente. Alors maintenant, on va se tourner un peu vers le bassin méditerranéen. Vous avez ici un voisin qui s'appelle l'Algérie.
Regardez la production de pétrole de l'Algérie. Vous voyez, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Sa consommation de pétrole augmente aussi. Tous les pays qui démarrent l'histoire de la production de pétrole en étant producteurs, en général, subventionnent leur carburant. Je serais très étonné que ce ne soit pas le cas en Algérie. Je n'ai pas été regardé, mais à mon avis, le carburant ne vaut pas cher. En tout cas, en Égypte, je suis sûr que c'est le cas. Et puis, vous voyez, depuis la fin des années 2000, la production de pétrole est en baisse. L'Algérie a passé son pic de production. Alors, l'Algérie a passé son pic de production, mais l'Algérie est une économie de rente dans laquelle vous avez besoin des exportations de pétrole pour payer les importations de nourriture parce que la population n'est pas autosuffisante en ce qui concerne la nourriture. Alors pour le moment, ils ont de quoi, mais la production de pétrole baisse, la population augmente. Viendra évidemment un moment où ils n'auront plus de quoi. C'est absolument évident. Qu'est-ce qui se passe dans un pays dans lequel les gens n'ont plus de quoi gagner, de quoi manger? Ils deviennent fous. L'histoire nous l'a montré 1 milliard de fois. Quand les gens n'ont plus de quoi manger, ils deviennent fous. Je vais vous montrer après le printemps arabe, qui est très exactement une conséquence de ce truc-là. Ici, vous avez l'Égypte, qui a été aussi pendant longtemps un producteur de pétrole significatif, qui a passé son pic il y a maintenant une bonne trentaine d'années, pardon. Mais par contre, qui n'a pas ralenti sa consommation de pétrole pour autant. Alors l'Égypte, maintenant, ils sont devenus importateurs de pétrole, mais dans un pays qui subventionne ses carburants. Alors ça, c'est monstrueux, parce que ça veut dire que quand il y a un choc pétrolier, vous vous retrouvez avec une dépense budgétaire absolument monstrueuse. Et par ailleurs, quand vous avez un choc pétrolier, c'est ce que je vous montrerai après, vous avez également une inflation alimentaire, des importations alimentaires, parce qu'il se trouve que sur les marchés financiers mondiaux, depuis 1974, s'il y a des Belges émigrés dans la salle, eh bien, le prix des céréales et le prix des denrées alimentaires sont totalement asservis, ils sont totalement indexés sur le prix du pétrole. Donc, quand le prix du pétrole augmente, le prix de la nourriture augmente pour tous les pays qui doivent importer leur nourriture. Donc là, c'est le double effet qui se coule pour l'Égypte. Si le prix du pétrole augmente, leurs importations de pétrole leur coûtent un bras, et la consommation n'est pas tempérée dans le pays puisque c'est subventionné, et leurs importations de nourriture leur coûtent un bras également. Et vous allez voir que c'est très exactement ce qui s'est passé en 2011. Si je regarde l'Afrique dans son ensemble, puisque le cahier des charges, c'était de regarder un tout petit peu plus au sud que les pays de la rive sud, eh bien vous voyez que l'Afrique, pour le moment, elle a une production de pétrole qui est supérieure à sa consommation, mais sa consommation augmente régulièrement, alors que sa production est passée par un pic en 2009. Et c'est un pic définitif, hein, ça ne reviendra pas à ce niveau-là. Donc l'Afrique, prise dans son ensemble, va aussi avoir un sujet là-dessus, plein d'autres sujets. On va maintenant passer au climat. Alors le climat, vous savez que Paris a accueilli en 2015 la COP 21, grâce à laquelle M. Fabius s'est transformé en commissaire-priseur d'un soir et a adjugé l'accord de Paris qui est censé nous sortir du caca climatique, pensons-nous généralement. Ce que vous allez voir, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Vous avez ici un graphique qui vous représente depuis 1 siècle et demi les émissions humaines de gaz à effet de serre. Alors, gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est que ça? Gaz à effet de serre, c'est en physique quelque chose de très simple. C'est un gaz qui a la propriété d'intercepter les infrarouges terrestres. Vous savez que votre corps émet des infrarouges. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Ces infrarouges, votre œil n'est pas capable de le voir. Donc, si vous êtes dans la nuit très sombre ou dans une pièce très sombre et qu'il y a quelqu'un qui se déplace et vous aussi, et que vous n'entendez pas ce qui se passe, vous pouvez lui rentrer dedans parce que vous ne voyez pas le corps avec vos yeux. Mais si vous avez un œil artificiel qui s'appelle une caméra infrarouge, vous arrivez à voir le corps. Parce que notre corps rayonne cette longueur d'onde particulière qui s'appelle les infrarouges. La surface de la Terre, qui est à une température pas très éloignée de celle de notre corps, hein, la surface de la Terre se balade un peu au-dessus de 0 degré, alors très au-dessus l'été, vous l'avez vu l'été dernier, pas très au-dessus l'hiver, mais globalement on n'est pas très loin en température. Donc la surface de la Terre rayonne aussi de l'infrarouge, tout simplement parce qu'elle est chauffée par le Soleil, et du coup ça lui permet d'être à une température où elle rayonne de l'infrarouge. Un gaz à effet de serre, présent dans l'atmosphère depuis des milliards d'années, est tout simplement un gaz qui absorbe ces infrarouges terrestres. Il est opaque aux infrarouges terrestres. Ces gaz à effet de serre sont connus depuis le milieu du 19e siècle. Donc l'effet de serre est connu depuis le début du 19e siècle. C'est Fourier qui a mis ça au point, qui a découvert ça. Et les principaux gaz à effet de serre, que sont la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone, sont connus depuis le milieu du 19e siècle. Donc tout ça relève de science qui est très ancienne, très bien et très solidement étayée. Ici, vous avez donc les émissions humaines de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les espèces chimiques qui sont mises dans l'atmosphère et qui vont augmenter l'opacité de l'atmosphère aux infrarouges terrestres.
Le premier gaz à effet de serre que nous mettons dans l'atmosphère et pour lequel nous augmentons la quantité qu'il y en a, c'est le CO2. Et là, vous avez le CO2 qui provient de la combustion du charbon. Le charbon, c'est plein de carbone, puisque c'est de la vie ancienne, hein, c'est un fossile de vie ancienne, donc c'est plein de carbone, puisque les êtres vivants sont pleins de carbone. Et quand vous brûlez du charbon, vous oxydez du carbone et ça vous fait du CO2. Pareil avec le pétrole. Le pétrole, c'est un reste de vie ancienne, donc quand vous brûlez du pétrole, vous oxydez du carbone et vous faites plein de CO2. Pareil avec le gaz, qui a beau être naturel, le pétrole est aussi naturel, et le charbon autant, hein, je vous signale, vous oxydez du carbone, puisqu'il y a du carbone dans le gaz naturel, et vous créez des émissions de CO2. Donc ici, vous avez les émissions de CO2 qui proviennent de l'énergie fossile, là, sur ces 3 premiers compartiments. Après, on a des émissions de gaz à effet de serre qui viennent d'ailleurs. Ici, vous avez un petit machin violet, là, c'est les cimenteries. Alors, dans les cimenteries, vous avez un processus qui n'est pas la combustion, qui émet plein de CO2, c'est le fait de couper des molécules de calcaire, c'est-à-dire de carbonate de calcium, en deux. Et quand vous coupez ces molécules en deux, l'un des morceaux, c'est du CO2. Hein, le carbonate de calcium, c'est CaCO3, très exactement. Et quand vous la coupez en deux, cette molécule, en la chauffant très très fort, c'est comme ça que vous la coupez en deux, vous faites du CO2 d'un côté et de l'autre côté de la chaux vive, CaO. Et une fois que vous avez mélangé cette chaux vive avec quelques poudres de perlimpinpin, ça vous donne le ciment. Du reste, il y a des gens dans cette salle qui ont manipulé du ciment à main nue. Vous avez constaté que ça vous bouffait la peau, tout simplement parce que le constituant principal du ciment, c'est de la chaux. Et c'est très agressif. Au-dessus, vous avez un autre compartiment d'émission qui est la déforestation. Alors la déforestation sur Terre, c'est essentiellement un processus d'abatis-brûlis pour dégager des nouvelles surfaces agricoles, et c'est essentiellement piloté par la croissance démographique et l'augmentation de la part carnée dans la ration alimentaire. Parce que ces deux processus demandent qu'on ait plus de surfaces agricoles, et ces surfaces agricoles, on ne peut pas les prendre sur l'océan, un peu compliqué, on ne peut pas les prendre sur les déserts, c'est un peu compliqué, on ne peut pas les prendre sur la calotte antarctique, c'est un peu compliqué, donc le seul endroit où on peut prendre de nouvelles surfaces agricoles, c'est là où il y a des forêts. Donc le déterminant premier de la déforestation, c'est, je le redis, la croissance démographique et l'augmentation de la part carnée dans l'alimentation des hommes. Et donc on coupe les forêts pour mettre des champs à la place. Après, vous avez ici un compartiment d'émissions qui n'est plus du CO2. Donc jusqu'à maintenant, c'était que du CO2. Tout ça, c'est du CO2. En jaune, c'est plus du CO2, c'est du méthane. Alors le méthane, c'est le gaz de la putréfaction. Vous savez, c'est celui que les collégiens enflamment en mettant un briquet derrière leur flatulence, ce qui les fait beaucoup rire. Donc c'est le gaz de la putréfaction, c'est celui qui arrive quand vous faites fermenter de la matière organique à l'abri de l'oxygène de l'air. Alors à part chez les collégiens, où est-ce que ça se produit, ce genre de choses? Ça se produit dans les marécages, de façon naturelle. Ça se produit dans des marécages artificiels qui s'appellent les rizières. Ça se produit dans l'estomac des ruminants. Donc les ruminants rotent du méthane, c'est très important, les monogastriques le pètent, mais les ruminants le rotent. Ça ne passe pas à l'intestin. Donc dans les estomacs des vaches, vous avez de la fermentation de l'herbe qu'elles mangent, et cette fermentation produit du méthane qui ressort par le haut. Et enfin, au-dessus, vous avez d'autres gaz à effet de serre, des gaz qui sont utilisés comme fluide réfrigérant, et puis le protoxyde d'azote, qui est un sous-produit de l'épandage des engrais, essentiellement. Alors, à nouveau, vous voyez que ces émissions, pour le moment, croissent et embellissent depuis 1 siècle et demi, et il y a deux processus dont on parle aujourd'hui comme étant des choses qui vont dans le bon sens, qui ont démarré il y a une vingtaine d'années, qui sont d'une part l'augmentation des renouvelables et d'autre part la dématérialisation de l'économie. En fait, vous ne les voyez pas non plus sur cette courbe. Donc ça existe dans les discours, pour le moment ça n'existe pas dans la réalité. Alors je vais redire un truc à cette occasion que j'adore dire, donc heureusement que je n'ai pas eu le journaliste de Var Matin au téléphone. Il n'y a pas le moindre lien entre la pagination dans le journal et l'importance réelle des choses dans le monde. Je vous le répète une deuxième fois ou non, c'est bon? Il n'y a pas le moindre lien. C'est pas, il y a un petit lien, il n'y a pas le moindre lien. D'accord ? Donc ne croyez pas qu'un sujet dont le journal parle souvent est un sujet structurant pour l'évolution de ce qui se passe dans le monde. J'en reviens à la sextape de M. Benjamin Griveaux. Le journal en a beaucoup parlé. Je ne crois pas que ça va fondamentalement changer la manière dont le monde va se comporter. Donc vous avez, j'insiste vraiment là-dessus, et il y a des tas de trucs qui sont essentiels pour la structuration du monde. Je vous ai parlé tout à l'heure du pic de production du pétrole conventionnel dans le monde en 2008. Qui a vu un papier dans le journal là-dessus? Bon, donc on lit le même journal et il ne parle pas des trucs importants.
D'accord? J'insiste, hein, vraiment, c'est très important d'avoir ça en tête. Donc, pour le moment, ça n'existe que dans le journal que l'économie se soit dématérialisée, et ça n'existe que dans le journal que l'ajout de capacité ENR ait permis de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ça n'existe que dans le journal. Ne regardez pas comme ça n'existe pas dans la vraie vie. Voilà, c'est comme ça. Une bonne partie donc de ces émissions viennent de l'énergie, mais j'en ai déjà parlé, donc j'en reparle pas. Le dioxyde de carbone, alors c'est là qu'on va commencer à s'intéresser à la stratégie de long terme de nos amis militaires. Le dioxyde de carbone est, comme chacun sait, un oxyde, puisque le dictionnaire est bien fait, et si c'est un dioxyde, il est 2 fois oxyde, du reste, donc oxyde. Les oxydes ont la particularité, sur Terre, d'être des espèces chimiques éternelles. Dit autrement, un oxyde, si vous ne lui donnez pas de l'énergie pour qu'il se réduise, pour qu'il se débarrasse de son oxygène, il est éternel. Par exemple, depuis qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre, il n'y en avait pas au début, hein, il a fallu attendre l'apparition de la vie pour qu'il y ait de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre. Mais depuis qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre, l'oxygène atmosphérique a oxydé tout le fer qui se trouvait sur Terre. Et aujourd'hui, quand vous trouvez du fer, c'est de l'oxyde de fer. Et cet oxyde de fer, il est là sous forme d'oxyde de fer depuis des centaines de millions d'années. Des centaines de millions d'années. C'est parfaitement stable. D'accord ? Eh bien, le dioxyde de carbone, c'est exactement pareil. Une fois qu'on l'a mis dans l'atmosphère, il n'a pas de processus chimique d'épuration de l'atmosphère. Donc, tant qu'il est dans l'atmosphère, notre CO2, il est éternel. Tant qu'il est dans l'atmosphère, il est éternel. Pour qu'il sorte de l'atmosphère, il faut qu'il se retrouve au contact de la surface planétaire, où là, il y a 2 processus qui peuvent l'en retirer. Le premier processus est un processus de dissolution de l'océan. C'est un équilibrage de pression partielle. C'est-à-dire que s'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère que dans l'océan, le CO2 atmosphérique dit au CO2 océanique, pousse-toi un peu de là, fais-moi de la place, et crac, il y a une partie du CO2 atmosphérique qui rentre dans l'océan par effet de pression, j'ai envie de dire. Hein. Évidemment, c'est un processus qui s'arrête quand les 2 compartiments sont équilibrés. Et pire, si un jour vous retirez du CO2 de l'atmosphère, à ce moment, il y a une partie du CO2 océanique qui se dit « Ah bah tiens, il y a plus de place là au-dessus », et crac, il ressort. Mais tout ça est un processus de contact. Ça se passe au contact de l'océan. Et ce n'est pas un processus chimique. Et au passage, ce CO2 qui rentre dans l'océan acidifie l'océan. Je vous en parlerai après. Le deuxième processus de contact, c'est la photosynthèse. C'est la reprise du CO2 par l'action des plantes avec un apport énergétique qui est la lumière du soleil. Vous avez besoin d'un photon, c'est-à-dire d'un grain de lumière, d'un grain d'énergie amené par le soleil, et à ce moment, la plante prend le CO2 d'un côté, le grain d'énergie de l'autre. Avec le grain d'énergie, tel un petit marteau, elle casse le CO2, elle nous rend l'oxygène, ce qu'on trouve plutôt sympa, et elle se garde le carbone qu'elle va utiliser avec de l'eau pour faire des sucres et des molécules plus élaborées d'hydrate de carbone. Donc voilà ce qui se passe. Et ça, c'est au contact des plantes. Donc vous n'avez que 2 processus, et c'est des processus de contact. La conséquence du fait que le CO2 est chimiquement éternel tant qu'il est dans l'atmosphère, c'est qu'après arrêt des émissions, j'insiste, après arrêt des émissions, 40% du surplus de CO2 que nous aurons créé sera toujours au-dessus de nos têtes au bout d'un siècle. 20% de ce surplus sera toujours au-dessus de nos têtes au bout de 1000 ans, enfin pas au-dessus de nous, on sera mort depuis longtemps, et 10% de ce surplus sera encore au-dessus des têtes de qui vivra à ce moment-là dans 10 000 ans. À cause de cette caractéristique intrinsèque, chimique du CO2, il faut comprendre qu'il n'existe pas de bouton reset en ce qui concerne le changement climatique. À aucun moment, vous pouvez dire « Bon là, ça va, je commence à trouver l'expérience un peu désagréable, j'appuie sur le bouton stop et tout s'arrête. » C'est impossible. Ça n'existe pas. D'accord ? En ce qui concerne le changement climatique, nous avons affaire à un processus que nous avons mis en route qui sera irréversible à l'échelle des temps historiques. Irréversible. D'accord ? À un moment, on ne peut pas dire « Putain, si j'avais su, comme disait le petit Gibus, là, j'aurais pas venu. » Non, on ne peut pas. Ce processus va donc s'échelonner sur des pas de temps qui sont considérablement plus longs que celui d'une ou plusieurs vies humaines, et surtout considérablement plus longs que les pas de temps que nous avons maintenant l'habitude de considérer avec les systèmes de gestion que nous avons mis en place, qu'il s'agisse des élections ou du budget de l'armée qui est revu tous les ans. Donc les pas de temps que nous avons mis en place pour la gestion de nos problèmes sont totalement inadaptés à ce problème.
totalement inadapté à ce problème. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que si on ne fait pas un gros effort sur nous-mêmes pour accepter des sacrifices de manière volontaire, au moment où la régulation involontaire du problème aura lieu, parce qu'elle aura lieu de toute façon sur une planète finie, il n'est pas complètement exclu que ça balaye la démocratie au passage. Là aussi, les militaires dans cette salle sont bien placés pour le savoir, la démocratie n'est ni un truc éternel, ni un truc répandu partout. Donc ce n'est pas du tout exclu que ça soit tout à fait transitoire aussi qu'on ait le droit d'aller voter au municipal ou au présidentiel. À cause de cette très très longue durée de résidence du CO2 dans l'atmosphère, eh ben, ma foi, vous avez ici la traduction de nos émissions croissantes, c'est que la concentration est également croissante. Donc la concentration, c'est la quantité de CO2 que vous avez dans l'atmosphère. Ici, c'est gradué en millionième. Un millionième, c'est 1 millilitre par mètre cube. D'accord ? Donc là, vous avez la quantité de CO2 dans l'atmosphère depuis 1962. C'est un hasard, hein, c'est pas parce que je suis narcissique, il se trouve que c'est l'année de ma naissance, mais quand j'ai trouvé cette série, c'est là qu'elle démarrait. Donc vous avez des millilitres par mètre cube depuis cette époque-là, et vous voyez que ça a gagné 100 millilitres par mètre cube depuis que je suis né. Alors vous pouvez aussi mettre sur cette courbe l'apparition de l'IT, la dématérialisation, etc. Moi, je peux vous mettre autre chose, je peux vous mettre les négociations climat. Donc ici, vous avez la COP 1 qui est un grand succès puisqu'on vient de ratifier la Convention climat. Ici, vous avez Kyoto qui est un grand succès puisqu'on a pris des objectifs de réduction. Ici, vous avez Copenhague qui est un gros échec puisqu'il paraît-il que c'était un gros échec. Et là, vous avez Paris qui est un grand succès. Je reviens à ce que je vous disais sur les médias. Le fait qu'une COP soit un succès ou un échec n'engage que le journaliste qui a écrit l'article. Et personne d'autre. Pour le moment, c'est surtout des choses qui n'ont aucun effet. Ça n'a aucun effet. Et pourquoi ça n'a aucun effet? Là aussi, les militaires le savent bien, parce que le processus, tout ce qui procède de l'Assemblée générale des Nations unies, procède d'un système dans lequel les gens doivent se mettre d'accord à l'unanimité sur ce qu'ils vont faire. Un système unanimiste est un système qui ne débouche sur aucune contrainte, puisque n'importe qui a un effort à faire qu'il considère comme inacceptable met son veto. Donc un système qui décide à l'unanimité est un système qui ne peut déboucher que sur des accords qui ne contraignent personne. Et c'est très exactement ce qu'il y a aujourd'hui. L'accord de Paris, quand vous regardez dans le détail, est un accord qui ne contraint personne. C'est faux de dire que l'accord de Paris nous garantit les 2 degrés. Tout ce que nous garantit l'accord de Paris, c'est que les gens vont dire qu'ils s'engagent à faire quelque chose. Mais vous pouvez très bien vous engager à augmenter vos émissions. Ça vaut dans l'accord de Paris, il n'y a aucun problème. Donc on dit qu'on va faire ce qu'il faut pour arriver à 2 degrés, mais on ne dit pas comment. Donc c'est une promesse d'ivrogne pour le moment. Voilà, demain j'arrêterai de boire. Ici, vous avez la traduction de ces émissions croissantes et de cette concentration croissante sur le marqueur qu'on utilise le plus fréquemment quand on parle de dérive climatique, qui est la température. Mais après, je vais vous en évoquer d'autres. La température ici, elle est calée à 0, à ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire qu'avant qu'on se mette à faire joujou avec les machines à vapeur et les moteurs à combustion interne, et à ce moment-là, donc, c'est le 0 de référence sur la courbe. Évidemment, la température de la planète n'était pas à 0 à ce moment-là. Et puis vous voyez que globalement, ça reste stable pendant un siècle, et puis au bout d'un siècle, ça commence à augmenter doucettement, puis ça augmente de plus en plus rapidement, et nous sommes ici. À l'avenir, évidemment, ce qu'on va émettre n'est pas écrit. On peut émettre un peu plus, un peu moins, on peut arrêter d'émettre parce qu'il n'y a plus assez de pétrole, avoir plein de charbon et émettre tout ce qu'on veut, etc. Ne plus pouvoir émettre parce qu'il y a le coronavirus, enfin bon, on ne sait pas. Et donc ici, vous avez la réponse en température du système planétaire en fonction des scénarios d'émissions qui ont été rentrés dans la babasse qui représente le système climatique. Quelque chose qu'il est essentiel de noter sur ce graphique, c'est que vous voyez que quel que soit le scénario d'émission, y compris celui-là qui doit être un arrêt quasi total des émissions, eh bien ce qui se passe sur les 20 années qui viennent est toujours la même chose. À cause de la longévité du CO2 dans l'atmosphère, le climat des 20 prochaines années est déjà totalement embarqué dans nos émissions passées. Ce que nous allons émettre à l'avenir n'a aucune espèce d'importance pour ce qui va se passer dans les 20 années qui viennent. Et dans les 20 années qui viennent, la dérive climatique va continuer. Donc, je vais vous le dire d'une autre manière, l'été 2019, c'est déjà du passé. Ça sera pire plus tard, quoi qu'on fasse. Le climat de l'année 2020, il est perdu, de toute façon, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la formidable inertie du système. Donc on est dans une machine
où la pédale de frein, quand on appuie dessus, la seule chose qui se passe, c'est que l'auto continue d'accélérer pendant 20 ans, avant éventuellement de commencer à décélérer. Je vais vous le dire encore autrement, à quelques moments qu'on décide de s'agiter sur la baisse des émissions, on travaille pour ses enfants. On travaille pour 20 ans après. Et vous voyez que l'élévation de température dont on parle, et qui est le marqueur du surplus d'énergie embarqué par le système, en fait c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le système embarque un surplus d'énergie, qui aujourd'hui vaut 100 fois l'énergie utilisée par les hommes, dit autrement, l'effet de serre supplémentaire qu'on a mis en route envoie dans le système climatique chaque année 100 fois plus d'énergie que la chaleur dégagée par la totalité de l'énergie utilisée par les hommes. 100 fois plus. Eh bien, ça va réchauffer la température d'équilibre de la planète. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Je ne sais pas. On va voir. Ici, vous avez une carte des écosystèmes qui prennent place en Europe aujourd'hui, à partir du moment où on ne leur fait pas des misères pour les remplacer par des cultures ou des trucs totalement futiles comme des bases navales ou des grandes écoles. Donc si on les remplace par des trucs importants, manger, si on ne les remplace pas par des trucs importants, des champs, eh bien voilà à quoi ressemblent les écosystèmes que nous avons aujourd'hui, enfin que nous avions plus exactement au XXe siècle en Europe, qui sont essentiellement des forêts. Ça veut dire qu'il pleut suffisamment et que le climat n'est ni trop chaud ni trop froid pour que des grosses espèces végétales se portent bien. Et je dis bien que nous avions, puisque maintenant, ça fait 2 étés que les grosses espèces végétales commencent à se porter un peu moins bien. Pour ceux d'entre vous dans la salle qui suivent un peu l'actualité forestière, vous avez dû voir qu'en ce moment, ça rigolait pas trop, et malheureusement, à l'avenir, ça rigolera de moins en moins. Voilà l'Europe il y a 20 000 ans. L'Europe, il y a 20 000 ans, est au cœur de la dernière ère glaciaire. Au Quaternaire, c'est-à-dire sur les 3 derniers millions d'années, le climat a naturellement varié parce que le climat varie sur Terre depuis qu'il existe une atmosphère. Le climat varie sur Terre, sous l'effet des facteurs géologiques qui sont changeants. Dans les facteurs géologiques qui sont changeants, vous en avez un qui est changeant au cours du Quaternaire, qui est les paramètres astronomiques de la Terre. C'est-à-dire la Terre est plus ou moins inclinée sur le plan de l'orbite, etc. Et cette modification des paramètres astronomiques vient du fait que la Terre et le Soleil, ça n'est pas un paisible mariage à 2, c'est un tumultueux mariage à 10, avec la Terre qui est notamment très attirée par Jupiter et Saturne. Un petit faible pour Jupiter et Saturne. Et donc l'attraction de Jupiter et Saturne sur la Terre modifie les paramètres astronomiques de la Terre avec une quasi-périodicité de 100 000 ans. Et c'est la raison pour laquelle vous avez eu, au moment du Quaternaire, des ères glaciaires et des ères chaudes qui se sont succédées avec une périodicité d'environ 100 000 ans. Alors il y a 20 000 ans, on est donc au cœur de la dernière ère glaciaire, c'est là qu'il fait le plus froid dans cette oscillation que nous avons eue au Quaternaire. Alors la première chose que vous voyez à l'évidence sur l'Europe de l'époque, c'est que, je ne sais pas si aujourd'hui nous avons des programmes de coopération militaire avec les Suédois, mais à l'époque, le Gripen n'était pas un problème, la concurrence de Saab n'était pas un problème, et ils fabriquent des sous-marins aussi, je crois, les Suédois, c'est cochon. Hein, bon. Donc, ce n'était pas des concurrents, on se fichait des Suédois, et du reste, on se fiche également des Allemands, puisque vous voyez que l'essentiel des Allemands sont sous la glace. La Scandinavie et le nord de l'Europe sont recouverts d'une énorme calotte glaciaire qui fait 3 km d'épaisseur. Voilà, qui a aussi une autre calotte a le bon goût de nous priver des Écossais au tournoi des 6 Nations, bien que ce ne soit pas les pires. Et vous voyez que les Lyonnais peuvent faire du ski sans quitter Lyon, puisque les glaciers des Alpes descendent jusqu'à Lyon. Le Canada est également sous la glace. À cette époque-là, le Canada est recouvert de 3 km de glace, tout même pareil que la Scandinavie. Pour faire ces très très gros glaçons, c'est comme dans votre congélateur, il faut prendre de l'eau. Le glaçon n'apparaît pas spontanément dans le congélateur, il faut mettre de l'eau dans le bac à glaçons. Alors là, l'eau qui a été mise dans le bac à très très gros glaçons, elle ne peut venir que d'un seul endroit, c'est l'océan. Il n'y a pas d'autres réserves d'eau sur Terre. Donc la nature a fait un énorme transfert d'eau de l'océan vers les calottes glaciaires, et comme le fond de l'océan, le fond de la baignoire est toujours au même endroit, eh bien le niveau de la baignoire a baissé, et il n'a pas baissé qu'un peu, il a baissé de 120 mètres. Donc à l'époque, Pascal Hausseur aurait été au chômage, il n'y a pas de Manche, et donc pas de préfet maritime pour la Manche. Voilà, bonne nouvelle, il peut partir en vacances en permanence. Et il n'y a pas de problème de croisement des navires, vous voyez, dans la côté d'Ouessant, tout ça n'existe pas. Il y a quelques fiscalistes qui sont également au chômage. Vous voyez que comme il n'y a pas la Manche, il n'y a pas les îles anglo-normandes, donc il n'y a pas de paradis fiscaux. Et enfin, les juristes qui s'occupent du Brexit sont aussi au chômage, puisque vous avez la continuité territoriale entre la France et la Grande-Bretagne, donc il n'y a pas de Brexit. Bon. Donc la géographie européenne a un tout petit peu changé à cette époque-là. Le climat étant beaucoup plus froid, il y a moins d'évaporation et il est beaucoup plus sec.
Et dans ce climat beaucoup plus froid et beaucoup plus sec, vous avez en Europe des steppes qui ressemblent à ce que vous avez aujourd'hui au nord de la Sibérie. Et donc, à cette époque-là, la totalité de la population française, c'est les effectifs de l'armée d'aujourd'hui, à peu de choses près. Voilà. 100 000 personnes. C'est ça que vous avez aujourd'hui sur la totalité du territoire, donc il y a un peu moins de conscrits du coup à cette époque. C'est ça que vous avez sur la totalité du territoire à cette époque-là, parce que c'est tout ce que les écosystèmes maigrichons de l'époque, fait de baies à ramasser et de mammouths quand ils veulent bien se laisser zigouiller, est capable de fournir comme nourriture à des animaux en bout de chaîne alimentaire comme nous. D'accord ? 100 000 personnes. À l'évidence, quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite, elle s'est réchauffée. On est d'accord que c'est rare que les glaçons fondent quand on les refroidit. Hein, c'est réchauffé. Ça s'est inscrit dans le cadre d'un réchauffement planétaire. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, la Terre, dans son ensemble, s'est réchauffée aussi. Eh bien, le réchauffement planétaire qui a permis à l'Europe de passer de l'état de gauche à l'état de droite, c'est 0,05 degrés par siècle, 0,05 degrés par siècle sur 10 000 ans. Au total, 5 degrés. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience que Mère Nature met gracieusement à notre disposition pour pas un rond, comme tout ce que Mère Nature met à notre disposition, où on peut constater ce que donne un réchauffement climatique de quelques degrés, 5 degrés en l'occurrence, 4-5 degrés, en l'espace de 10 000 ans. Alors maintenant, très bonne nouvelle pour les militaires dans cette salle, quelques degrés de réchauffement en un siècle, ça sera la guerre partout. Donc vous allez avoir du boulot. Ça va être une déstabilisation des conditions installées qui va aller à une vitesse telle que les sociétés sédentaires, au surplus, en stress énergétique sur une partie du siècle, seront totalement incapables de gérer dans la joie et la bonne humeur. Alors je vais un peu détailler maintenant, mais c'est absolument évident que ça va être un facteur de déstabilisation absolument massif des sociétés installées. Alors je commence avec quelques conséquences. Ici, vous avez, avec un réchauffement de 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, le nombre de jours par an où les conditions extérieures ne seront pas tenables pour un individu. Pas tenable, ça veut dire qu'il fait trop chaud et trop humide pour que vous puissiez transpirer pour vous refroidir. Et donc vous mourrez d'hyperthermie. Donc vous voyez que toute la bande équatoriale, c'est là qu'il fait chaud et humide, il y a un risque que, alors évidemment, les gens qui sont là, ils ne vont pas être contents d'être là, donc ils vont avoir envie d'aller ailleurs. Et en général, quand les mouvements de foule arrivent, c'est jamais des migrations qui font le tour de la Terre. Hein, ce n'est pas 200 millions d'Indonésiens qui vont tout d'un coup aller s'installer aux États-Unis. Non, ils vont commencer par aller essayer d'aller chez les voisins, qui eux-mêmes ne seront pas très bien. Bon, voilà. Ici, vous avez l'évolution des précipitations dans un monde qui s'est réchauffé de 2 degrés. Alors, une des choses qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une grande circulation atmosphérique qui part de l'équateur et qui va jusque vers les tropiques, qu'on appelle les cellules de Hadley, qui, grosso modo, se décrit de la manière suivante. À l'équateur, vous avez une très forte ascendance avec une très forte évaporation qui renforce encore cette ascendance. Et après, un air qui passe en altitude jusqu'au-dessus des tropiques, où là, il redescend. C'est ce qu'on appelle la zone de subsidence, en étant très sec. Et ça vous explique pourquoi, à l'équateur, il n'arrête pas de flotter. Et ça vous explique pourquoi, aux tropiques, vous avez une zone sèche. Donc, typiquement, les zones de désert sont aux alentours des tropiques. Dans un climat qui se réchauffe, cette zone de subsidence va avoir tendance à se décaler un peu vers les pôles. Se décaler vers les pôles, ça veut dire typiquement que les zones tropicales, la marge des zones tropicales qui est située vers les pôles, va avoir tendance à hériter d'un climat un peu plus tropical. Et ça va notamment déclencher un assèchement des zones, de la marge des zones tropicales qui se situent un peu plus vers les pôles. Le bassin méditerranéen, vous le voyez dans cette simulation, est aux avant-postes des zones qui s'assèchent. Si la zone s'assèche et que par ailleurs la température s'élève et que l'évaporation augmente, l'humidité des sols baisse de manière significative et à partir du moment où l'humidité des sols baisse de manière significative, les rendements agricoles décroissent. Il est envisagé dans le cadre d'un climat qui se réchauffe que d'une manière générale, les rendements agricoles décroissent. Alors vous avez aujourd'hui déjà les rendements des écosystèmes qui décroissent. Très bonne nouvelle, depuis l'an 2000, la photosynthèse des forêts est en train de décroître. C'est-à-dire qu'avant, alors que les puits naturels reprenaient une fraction croissante de nos émissions, là maintenant, ils sont déjà passés dans un état où ils prennent une fraction décroissante de nos émissions parce que vous avez déjà un stress sur les écosystèmes installés qui va au-delà de leur capacité d'adaptation. Et nous n'avons pris qu'1 degré.
Nous n'avons pris qu'1 degré, et la moitié de la superficie française a cramé en Australie ces derniers mois. 20 millions d'hectares. Donc vous allez avoir un stress sur les écosystèmes installés, vous allez avoir un stress aussi sur les rendements agricoles, et ça dans un monde dans lequel on nous dit qu'il va y avoir plus de monde, etc. Alors moi, c'est un monde dans lequel vous voyez la quantité de terres arables par personne décroît, tout simplement parce qu'on est de plus en plus nombreux et qu'ils ne poussent pas des continents à mesure qu'on est plus nombreux. Alors aujourd'hui, on s'en sort bien grâce à l'énergie. Qu'est-ce qui a permis au rendement céréalier dans la Beauce d'être multiplié par 6 à 7 entre 1945 et 1975? Les engrais azotés, fabriqués à partir du gaz, les tracteurs, qui fonctionnent au pétrole, les phytosanitaires, qui sont fabriqués à partir du pétrole. Donc la raison pour laquelle le hamburger chez McDo, non pardon, pas de chez Quick aussi, vaut 3 fois rien aujourd'hui, ça s'appelle le pétrole et le gaz, nonobstant le fait que, par ailleurs, les surfaces agricoles sont en diminution dans le monde, rapportées à l'individu. Mais à partir du moment où vous n'aurez plus le pétrole et le gaz aussi disponibles, qu'est-ce qui va se passer sur les rendements agricoles? Ils vont se mettre à baisser. Et ça, c'est un deuxième facteur de pression. Alors ça, ce n'est pas dans les simulations du GIEC, pour une raison très simple, c'est que les climatologues sont myopes sur l'approvisionnement énergétique. Donc eux, ils vous font des simulations à aide, entre guillemets, constante, en ce qui concerne l'agriculture. Eux, ils ne voient pas qu'il pourrait y avoir moins de pétrole à mettre dans les tracteurs. Et surtout, moins d'engrais à épandre sur les champs. Mais, voilà. Et en France, depuis 20 ans maintenant à peu près, les rendements à l'hectare plafonnent. Ils vont arrêter d'augmenter. Nonobstant le fait qu'on mette de plus en plus d'engrais et qu'on mette, etc. Donc, plafonne. Alors maintenant, voici quelques pays sur le pourtour du bassin méditerranéen. Donc ici, vous avez la même chose pour l'Algérie. Vous voyez, ça a tendance à baisser. L'Algérie importe par ailleurs sa nourriture. Alors, pour le moment, elle exporte du pétrole, mais elle importe sa nourriture. Ici, vous avez la même chose pour la Tunisie. Ici, vous avez la même chose pour l'Égypte. Partout, ça baisse. Ici, vous avez la manière dont a évolué la pluviométrie sur le pourtour du bassin méditerranéen depuis un siècle. Et vous voyez très clairement apparaître un déficit de pluviométrie dans les années récentes. Et ce déficit de pluviométrie est peut-être une des raisons qui font que vous avez eu un décrochage en Syrie entre la production agricole et la population. Vous avez ici un graphique qui vous retrace sur quelques décennies l'évolution de la population, que vous avez avec ce trait bleu, l'évolution de la production agricole, que vous avez avec cette courbe verte, et vous voyez très nettement qu'au milieu des années 2000, les deux commencent à décrocher. Alors la Syrie n'a plus de pétrole à exporter à ce moment-là, elle a passé son pic de production il y a longtemps, puis en plus elle n'a jamais eu beaucoup de pétrole. Elle est mal connectée au marché mondial, et à ce moment, vous commencez à avoir un stress alimentaire qui peut difficilement être compensé par des exportations. Et c'est exactement le même phénomène qui s'est passé en Tunisie et en Égypte. La Tunisie, comme l'Égypte, sont des gros importateurs de denrées alimentaires. L'Égypte, à l'époque, était le premier importateur de blé au monde. L'Égypte importait à l'époque un quart des céréales qu'elle utilisait et probablement des proportions supérieures dans d'autres produits, l'huile, la viande, etc. Et ce que vous voyez, c'est qu'au moment des chocs pétroliers, au moment des chocs pétroliers de 2005, 2008, 2000, etc., vous voyez l'augmentation dans la foulée des prix du pétrole, du prix des céréales, alors que dans le même temps, à cause de ce fichu pétrole, l'économie occidentale est par terre et les touristes restent chez eux. Donc moins de recettes à l'exportation pour ces pays très dépendants du tourisme, plus de coûts d'importation, le prix de la nourriture devient intolérable pour les populations et vous avez des émeutes de la faim. Donc ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte en 2011, et peut-être ce qui s'est passé en Syrie exactement au même moment, soit dit en passant, c'est des émeutes de la faim. Le Maroc, qui a une production agricole plus importante, ne bascule pas, et l'Algérie, qui se trouve voir ses exportations d'hydrocarbures reprendre de la valeur pile au moment où les importations de nourriture se mettent à valoir plus cher, ne bascule pas non plus. Alors il y a d'autres facteurs, conjoncturels, etc., mais c'est quand même troublant de noter qu'il y a une correspondance parfaite entre les pays qui se trouvent pris en tenaille entre l'inflation alimentaire et un défaut d'exportation dû à la crise énergétique et les pays où ça a clashé. Si on regarde vers l'avenir, le GIEC vous dit qu'à partir de 2,5 à 3 degrés d'élévation de température, vous aurez de l'insécurité alimentaire généralisée dans le monde. Donc de l'insécurité alimentaire généralisée dans le monde, ça veut dire le bordel partout. Il suffit de relire ces cours d'histoire, hein. C'est très très clair. Alors, bougez pas, il y a du rab. Ici, vous avez la propension qu'ont les forêts à brûler à la fin du XXe siècle.
Et là, vous avez la même chose en 2040. Alors, vous voyez, en 2040, l'Aquitaine est à risque comme la Méditerranée aujourd'hui, et la forêt de Fontainebleau est à risque comme l'Aquitaine aujourd'hui. Ça remonte. Et évidemment, la forêt méditerranéenne sera à risque comme l'Australie d'aujourd'hui. D'accord ? Les phénomènes extrêmes vont s'intensifier. Alors ça, c'est quelque chose qu'il est assez facile d'expliquer avec les mains. Je vous ai dit tout à l'heure que les gaz à effet de serre étaient des gaz qui interceptaient le rayonnement infrarouge terrestre près du sol. De ce fait, quand vous augmentez la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça va confiner l'énergie près du sol, mais corrélativement, ça fait moins d'infrarouges qui sont disponibles pour réchauffer la haute partie de l'atmosphère, puisqu'ils ont été absorbés près du sol. Et donc la différence de température entre la basse couche de l'atmosphère, enfin la basse partie de l'atmosphère, et la partie plus élevée augmente. Une des marques indubitables du réchauffement climatique par supplément d'effet de serre, c'est que la stratosphère se refroidit. Alors que si c'était le Soleil qui augmentait sa puissance, on devrait observer l'inverse, parce que si le Soleil augmente l'énergie qu'il nous envoie, il augmente notamment la quantité d'ultraviolets qu'il nous envoie. Ces ultraviolets sont interceptés dans la stratosphère par l'ozone, et donc s'il y a plus d'ultraviolets à intercepter, la température de la stratosphère s'élève. Donc un réchauffement qui arrive par le Soleil, vous avez la stratosphère qui se réchauffe. Un réchauffement qui arrive par supplément d'effet de serre, vous avez la stratosphère qui se refroidit. Or, les ballons sondes nous disent depuis 40 ans que la stratosphère se refroidit. Donc ça, c'est une des marques qui permet de dire qu'il n'y a pas le moindre doute sur le fait que ce qui est en train de se passer en ce moment vient des hommes. Il n'y a juste pas de débat, d'accord ? Ça ne peut pas être le Soleil. Donc, quand la température de la stratosphère se refroidit et que la température de la basse couche de l'atmosphère augmente, ça veut dire que la différence de température entre le sol et la stratosphère augmente. Et cette différence de température, c'est celle-là qui met en route les pompes convectives qui alimentent les phénomènes extrêmes. C'est ça qui met en route les ouragans, c'est ça qui met en route les tornades et les orages. La raison pour laquelle vous avez des orages l'été, c'est parce que l'été, la température de la stratosphère est à peu près la même, par contre, la température au sol est considérablement plus élevée. Donc la différence de température entre les deux est plus importante et votre pompe convective, elle est plus puissante. Hein ? Les orages d'hiver sont quand même assez rares. On commence à en avoir maintenant, mais ils sont quand même assez rares. Donc à cause de ce que je viens de vous expliquer avec les mains, les phénomènes extrêmes vont s'intensifier dans le monde, et du reste, ce que vous disent les modèles, c'est exactement ça, c'est que l'intensité, la fréquence, on ne sait pas, etc. Par contre, les intensités, les vents maximaux, etc. vont augmenter. Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent aux ouragans, vous voyez que les ouragans de catégorie 5, c'est-à-dire les plus violents, ont une fréquence qui a tendance à augmenter au cours du temps. Revenons à la mer, ou à ce qui l'a fait monter. Les calottes polaires vont contribuer plus ou moins à l'élévation du niveau de l'océan, et malheureusement peut-être plus. Le Groenland a commencé à fondre. Il y a tout un tas de processus d'amplification qui font qu'à partir de maintenant, ça ne s'arrêtera plus. Et ça va contribuer pour 3 à 6 mètres à la hausse du niveau de l'eau dans les siècles à venir. Je ne sais pas pour quel niveau de l'eau est-ce que la rade de Toulon est prévue, quelle hausse du niveau de l'eau. Donc là, le Groenland, à quelques siècles, on a le temps de faire quelques travaux. Vaut mieux les faire avant qu'après, parce que vous avez compris que dans quelques dizaines d'années ou siècles, il n'y aura plus de tractopelles. L'Antarctique de l'Ouest pourrait être victime d'une déstabilisation. Alors c'est un phénomène qui est très différent. L'Antarctique de l'Ouest est un vaste château de cartes de glaciers qui sont arc-boutés les uns sur les autres. Vous voyez, un château de cartes, c'est des cartes qui sont arc-boutées les uns sur les autres. Tout est en équilibre. Vous enlevez une carte, ça se casse la gueule. Hein. Eh bien, un château de cartes de glaciers, c'est exactement pareil. Ils sont tous en équilibre les uns contre les autres. Et l'ensemble et la base du château de cartes, l'ensemble est posé sur un socle rocheux qui est sous-marin et en déclivité. Sous-marin et en déclivité. Et la base du château de cartes, c'est ce qu'on appelle les glaciers émissaires, c'est-à-dire les glaciers dont les langues terminales flottent sur l'eau et stabilisent l'ensemble. Si vous avez la mer qui devient plus chaude, elle va vous grignoter ce qu'elle est en train de faire, les langues terminales par le bas, après quoi vous avez l'eau de mer qui peut s'infiltrer entre la langue terminale et le socle rocheux sous-marin, et puis une fois que ça a commencé, glou, 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 ça grignote. Et à ce moment, vous avez les glaciers émissaires qui se mettent à filer beaucoup plus vite vers la mer, et l'ensemble est en risque de déstabilisation. Et si cette calotte antarctique de l'Ouest, dont les recherches les plus récentes montrent qu'au dernier interglaciaire, avec une température plus élevée de 1,5 à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, elle avait probablement disparu,
Donc si cette calotte se désagrège et se transforme en iceberg, c'est plus 6 mètres pour l'océan mondial. Là aussi, avec un pas de temps qui est de l'ordre du siècle, mais les scientifiques vous disaient il y a quelques années, c'est quelques siècles, maintenant ils vous disent on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Alors c'est pas une semaine, hein, mais on ne sait pas. Et quand vous regardez les indicateurs avancés sur l'évolution de cette calotte, globalement, ça ne sent pas bon, quoi. Alors ici, 6 mètres, potentiellement, 3 à 6 mètres, plus la dilatation du niveau de l'eau, enfin plus la dilatation de l'eau, je veux dire. Si on va plus vite que les 2 degrés en 2100, voilà à quoi pourrait ressembler l'Europe du Nord d'ici quelques siècles. Donc les Flamands et les Wallons, ils ont intérêt à bien s'entendre, et nous avons intérêt à inventer des bateaux qui n'ont pas besoin de port d'attache, puisque nous aurons ouvert la route déglacée à côté du Groenland pour ne plus pouvoir partir d'aucun port et ne plus pouvoir arriver dans aucun port, puisqu'ils sont tous sous l'eau. Alors c'est dans longtemps, mais le doigt sur la gâchette est aujourd'hui. Hein. C'est dans longtemps, mais le doigt sur la gâchette, c'est tout de suite. Hein. Parce que ça arrive si on franchit les 2 degrés de hausse en 2100. Et on va les franchir. Le CO2 étant repris par l'océan, il acidifie l'océan. L'acidification de l'océan handicape la synthèse du calcaire dont ont besoin tout un tas de bestioles qui vivent dans l'océan. Alors pour le moment, pas les homards, ce qui est une bonne nouvelle, mais quand même tout un tas d'autres bestioles, dont une bonne partie du plancton. Le réchauffement climatique, ça c'est connu depuis plus d'un siècle grâce aux travaux d'Arrhenius, s'applique, alors vous avez compris qu'il refroidissait la stratosphère, c'est une de ses caractéristiques, il en a une autre, c'est qu'il est plus rapide au pôle qu'au tropique. C'est une autre caractéristique du réchauffement climatique par effet de serre, alors qu'avec le Soleil, ça devrait être l'inverse. Comme le réchauffement climatique est plus rapide au pôle qu'au tropique, ça veut dire que la différence de température entre les pôles et les tropiques ça diminue. Et la diminution de cette différence de température diminue la force qui met en route la circulation océanique à large échelle, et notamment qui permet à la dérive nord-atlantique d'exister. Ça a une autre conséquence dont on est en train de se rendre compte en ce moment, c'est que ça affaiblit la limite du vortex polaire, c'est-à-dire que ça affaiblit la limite entre le climat polaire et le climat des moyennes latitudes, puisque les températures se rapprochent, et ça augmente les incursions d'air polaire, donc la limite étant plus molle, plus floue. Ça veut dire que ça augmente les incursions d'air polaire aux moyennes latitudes, d'où le fait qu'à cause du réchauffement climatique, c'est très paradoxal, on batte des records de froid à certaines époques, et inversement, des excursions d'air tempéré au pôle, d'où le fait que le 1er janvier 2018, en pleine nuit polaire, il y avait une température positive au pôle Nord. Parce que cette limite séparative devient plus ondulante. Voilà, alors en ce moment, elle est bien marquée, et c'est pour ça qu'on se prend des tempêtes les unes derrière les autres. Quand vous chauffez le bouillon de culture, les petites bêtes aiment bien. Donc je ne suis pas en train de vous dire que le coronavirus, c'est une conséquence du réchauffement climatique. Par contre, statistiquement, vous pouvez dire que le réchauffement climatique favorisera ce genre de truc. C'est un des modes de régulation du système possible, si ce n'est pas nous qui faisons ce qu'il faut pour limiter nos émissions. Hein, c'est un des modes. Il y a des stocks de carbone qui étaient fixes depuis des milliers ou des millions d'années, notamment dans le pergélisol, qui vont être remis en circulation par un début de réchauffement, ce qui va faire une amplification du réchauffement en cours. Vous avez également le dépérissement des écosystèmes, qui va avoir exactement le même genre d'effet, c'est-à-dire que quand les écosystèmes se mettent à dépérir à large échelle, du coup ça remet du carbone en circulation et ça accélère encore plus le réchauffement climatique, qui du coup exerce une pression encore plus importante sur les écosystèmes. Tout ça va évidemment avoir en bout de chaîne des tas d'effets sur les sociétés humaines, et la seule chose que vous ne pouvez pas demander à la science dans cette affaire-là, c'est de vous faire l'inventaire précis des conséquences possibles, parce que le processus ou le système que nous avons en face de nous est beaucoup trop compliqué et avec beaucoup trop de processus à effet de seuil pour qu'on puisse vous dire « Achtung, si nous faisons ça, en 2048, le 3 juillet très exactement, il pourrait se passer tel truc en Algérie ». Évidemment que non. Ça n'a strictement aucun sens de raisonner comme ça. Pire, comme nous sommes en train de faire l'expérience pour la première fois dans un univers très complexe, la seule garantie que nous avons, c'est que nous aurons des surprises. C'est-à-dire, le dictionnaire étant bien fait, des trucs qu'on n'aura pas vu venir à l'avance. C'est évident, donc là, à nouveau, un message pour nos amis militaires, c'est évident que nous aurons des surprises. Donc il va falloir ouvrir le spectre des signaux faibles qu'on regarde,
augmenter la taille de l'écran radar, parce que c'est évident qu'il faut surveiller de plus en plus de trucs pour essayer d'avoir une petite idée de voir venir les coups pas trop tard. Et ce que je dis là, c'est évidemment vrai aussi pour la société civile. À cause de l'inertie du système, aussi une des certitudes que nous avons, c'est qu'au moment où on considère que ça devient intolérable, la seule garantie qu'on a à ce moment-là, c'est que plus tard, ce sera pire. Ah oui, ça c'est malheureusement, c'est... Voilà. Il vaut mieux le savoir. Il vaut mieux le savoir. Vous avez évidemment tous entendu parler des objectifs 2 degrés dans cette salle. Vous savez, maintenant, on va limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Alors, ça veut dire quoi de jouer au grand jeu des 2 degrés? Vous avez ici une courbe où l'ordonnée, l'axe vertical est gradué en degrés de réchauffement depuis 1850 jusqu'en 2100. Et ici, c'est gradué en émissions cumulées de CO2. C'est la quantité totale qu'on met dans la baignoire. Alors, on va jouer au jeu entre 1850 et 2100. Donc ici, je veux regarder de combien ma température s'élève entre 1850 et 2100 en fonction de la quantité totale de CO2 que je mets dans la poubelle atmosphérique entre 1850 et 2100. On a un premier jalon sur notre jeu de loi du CO2 qui est 2018. En 2018, les hommes avaient mis au total 2250 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, les physiciens vous disent, ben, très bien, les amis, vous avez signé pour 1,5 degré. Donc, si demain matin, j'arrête les émissions planétaires, de toute façon, les 1,5 degrés, on les tape. De toute façon, on va les avoir.